Allez, bonjour à tous, ici Barry Empire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille monsieur Lucas Biver. Lucas, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va super, hein. Et toi, Top. j'espère que ça va Bah aussi. écoute, franchement, enfin, je suis vraiment content de t'accueillir ici dans ma chaîne YouTube. On va vous partager vraiment beaucoup de valeurs. Il va y avoir des conseils, de la motivation. On va voir l'histoire de Lucas Biver. On s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans. Je crois que c'était en 2019, Yes. un truc comme ça. Bref, on va avoir le temps de discuter de tout ça. Donc voilà, posez-vous tranquillement. Ça va être une vidéo qui va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et puis voilà, vraiment écoutez ce podcast parce que vous allez vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc bah écoute Lucas, franchement je suis vraiment content de t'accueillir ici dans ma chaîne YouTube. Yes, pareillement. Ouais. Franchement on va pouvoir vraiment échanger sur pas mal de sujets. On devait faire un podcast, je me rappelle quand on s'est rencontrés pour la première fois ici à Dubaï. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à nos occupations, voilà, t'étais busy, j'étais aussi occupé. Et puis on n'a pas pu faire ce podcast. Et là vraiment je suis grave content qu'on puisse se faire ça. Donc, bah écoute Lucas, est-ce que tu pourrais déjà dans un premier temps te présenter pour notre communauté, nous dire voilà qui tu as quel âge, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, déjà, merci à toi pour l'invitation sur ce podcast. Avec Comme, plaisir. comme tu l'as dit, bah, pour moi, ça fait super plaisir aussi. C'est vrai que la première fois, on n'avait pas pu le faire parce que j'étais pas mal occupé, etc. aussi. Et puis, je restais beaucoup moins longtemps sur Dubaï. J'étais resté, je crois, une semaine ou deux. Exact. T'étais pas mal pris, donc c'était assez chaud. Et bon, c'est cool qu'on puisse le faire maintenant. Alors, bah, pour me présenter, donc bah, voilà, Lucas Biver, 24 ans, belge, ça s'entend à mon accent. Clairement, ouais. Je suis issu donc de la Belgique, du sud de la Belgique. Donc j'habite entre Bruxelles et Lille en fait. Enfin c'est là où je suis né plutôt. D'accord. Aujourd'hui j'habite plus vraiment là parce que je bouge pas mal. J'ai pas vraiment en fait on va dire j'ai pas vraiment une place précise où j'habite. En fait je voyage beaucoup. Je suis entre la Belgique, l'Espagne et maintenant de plus en plus Dubaï aussi parce Ok. que j'ai réappris à apprécier cette ville-ci parce qu'il y avait un moment où ça m'avait saoulé et j'étais plus venu pour différentes raisons. Et maintenant, ben, je kiffe de nouveau, donc je vais revenir de plus en plus ici dans les Émirats. Et, euh, et sinon, ben voilà, moi j'ai donc comme je te l'ai dit, j'ai 24 ans, j'ai lancé mes business à l'âge de 19 ans. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser à 17 ans parce que je sentais vraiment pas mal de frustration en fait en moi, pas mal de frustration dans le système dans lequel j'étais parce qu'en fait on m'imposait de vivre dans un système qui ne correspondait pas à ma manière de penser en fait. Donc je crois que c'est vraiment un truc personnel en fait. Je crois que voilà, chaque personne est différente et que le système qui est voulu dans lequel on est, donc que ce soit l'école, que ce soit le chemin classique, etc. Mais il n'est pas adapté à tous parce que chaque personne n'a pas une mentalité de se positionner dans une case. Tout le monde n'est pas conformiste en fait. Ouais. Et moi, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, dès qu'on m'a demandé de me mettre dans une case ou dès qu'on m'a demandé de faire telle ou telle chose, j'ai toujours fait le contraire en fait. C'est assez bizarre, mais toujours un petit peu l'esprit rebelle là. Tu Ouais, je vois, le vois, je mec vois. qui veut faire différent. Clairement. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez inconscient parce que je me rendais pas vraiment compte au début. Et c'est maintenant avec le recul où je me dis, mais c'est vrai que dès qu'on me demande de faire quelque chose ou même un ordre, j'ai vraiment un problème avec l'autorité en Mm. fait. Et même que ce soit parfois même avec des amis, tu vois, s'il y a un ami qui me dit, ouais, est-ce que tu peux faire ça? Je Ouais. vais le faire parce que c'est un pote, mais il y a des fois ça peut me foutre les boules, quoi, tu vois. Mm. Et donc, bah, avec l'école, là en plus que c'était pas des potes, c'était des profs qui me disaient, ouais, tu dois faire ça, tu dois postuler, etc. Je disais, mais t'es qui pour me donner des conseils? Et je le dis vraiment de manière humble, hein, parce que je me prends vraiment pas, je veux dire, de haut en mode, ouais, j'écoute personne, etc. C'est juste que ce système-là n'était vraiment pas fait pour moi. Donc j'étais vraiment frustré avec mes camarades d'école, etc. Je me sentais vraiment pas bien. Le seul moment où je me sentais bien, c'est plutôt quand je faisais du sport, etc. Parce que j'arrivais à évacuer tout ça de ma tête. Et donc c'est comme ça où en fait j'ai cherché des chemins alternatifs. Je savais pas que ça existait, mais pour faire quelque chose de différent des autres. Et donc c'est comme ça que je tombe après sur les business en ligne, etc. Et en fait je me suis dit, mais c'est vraiment ce qu'il me faut, c'est d'être libre, d'être indépendant et ne devoir rendre des comptes à personne et ne pas être lié à d'autres personnes dans un système, tu vois, aller travailler à un bureau, etc. Ça me foutait vraiment les boules. Et donc, c'est pour ça que très tôt, j'ai vraiment senti cette frustration-là monter. Je me suis dit, il faut que je trouve des moyens pour avoir une vie qui me convient, qui ne soit pas cette vie-là de me mettre dans une case jusqu'à 65 ans, l'âge de la retraite, et Ouais. à 65 ans, regretter d'avoir eu cette vie où pas que tu n'as rien fait, mais où tu as toujours fait la même chose pendant 65 ans, Ouais, quoi. clairement, clairement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que de se dire que, genre, il y a ce système où tu vas justement à l'école et ensuite tu travailles et tu prends une retraite, mais arrivé à 70 ans, il n'y a plus de retour en arrière, tu vois. Genre, bah, ça y est, ta vie, tu l'as vécue, t'avais qu'une seule et unique chance de pouvoir avoir une vie extraordinaire, et bah, soit tu as réussi ta vie ou soit tu l'as gâchée. Et je pense que
Je pense que c'est pour ça que justement très tôt on a décidé dès le départ d'être justement dans ce mood de non, je vais pas faire face à cette personne qui va me dire quoi faire ou quoi, tu vois. On a décidé justement de créer notre voie, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi aujourd'hui, dans tous les domaines, enfin dans ma vie de manière générale, avant, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais genre 15-16 ans, il y avait parfois où je me disais, ouais, ce truc-là, ça me fait peur, je vais pas le faire, tu vois. J'avais envie de le faire, mais je le faisais pas. Et aujourd'hui, je me rends compte que dès qu'il y a un truc qui me fait un peu peur, ou même si je vais pas trop le sentir, ben je vais foncer et je vais le faire en fait. Et je vais d'office apprendre quelque chose, parce que si je me plante ou si je fais une mauvaise rencontre ou quoi, ben ça va toujours m'apporter de l'expérience, tu vois, de l'expérience de vie que tu vas peut-être pas, ça va te permettre de plus refaire les mêmes erreurs par après. Et si jamais tu fais le truc et que tu as apprécié de faire cette chose-là, que ce soit une expérience, que ce soit un business que tu vas lancer, que ce soit te lancer dans, je sais pas, dans une nouvelle association par exemple, que ce soit positif ou négatif, à la fin pour moi il ne restera toujours que du positif en fait. Parce que si c'est négatif, en fait tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te permettre de plus refaire les mêmes erreurs dans le futur, et si c'est positif, ben, c'est que du bonus pour toi en fait, tu vois. Exactement. Et donc aujourd'hui vraiment j'ai plus du tout peur de me lancer dans un truc. Je vraiment sortir de ma zone de confort, je le fais pratiquement tous les jours, même tu vois, de faire un podcast ici avec toi ou avec d'autres personnes. Je veux dire, c'est pas non plus quelque chose de simple, tu vois, de te poser, toujours aller faire du contenu, etc. Tu sors toujours de ta zone de confort, et le fait de le faire régulièrement, ça te permet d'avoir plus facile à faire de nouvelles choses dans ta vie, à faire de nouvelles expériences, et finalement à grandir et évoluer. J'ai surtout pas envie, comme tu l'as dit, à 70 ans, de me retourner et de me dire, mais punaise, mais ma vie, en fait, elle rime à rien à mes yeux, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont très heureux justement dans une vie, dans une case, et je critique absolument pas, parce que moi, même mon meilleur ami, par exemple, est comme ça, et j'ai d'autres super bons potes qui sont comme ça aussi, mais juste que moi, ça ne me convient pas, et pour moi, j'ai envie de faire j'ai envie que ma vie me convienne à moi et qu'elle ne convienne pas au regard des autres et aux autres en fait, tu vois. Moi, il faut que ma vie, ce soit moi qui sois épanoui, et que je la fasse pas pour que les autres soient épanouis à travers justement le regard qu'ils vont avoir de moi, quoi. Ouais, c'est clair, franchement c'est bien d'avoir cette prise de conscience. Et moi, j'ai une question à te poser. T'étais comment, on va dire, on va vraiment prendre ton histoire depuis le début. T'étais comment un petit peu à l'école? Est-ce que t'étais le genre de mec à vraiment avoir des bonnes notes, à écouter le professeur, ou est-ce que t'étais le genre de mec vraiment, je sais pas, qui était un petit peu rêveur, voilà, explique-moi un petit peu. Je veux savoir un peu ta période d'enfance, tu vois. Ouais, en fait, à l'école, moi, si tu veux, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'étais pas le premier de la classe, mais j'ai toujours réussi toutes mes années sans rater, sans avoir d'échecs, etc. Nous, en fait, vu que j'étais à l'école en Belgique, à la fin de l'année, on avait des examens, tu vois, on avait des examens en décembre et des examens en juin, et pas une fois, j'ai été en dessous de 10 sur 20, quoi, tu vois, donc j'ai jamais raté un seul examen, parce que, en fait, moi, pour mes parents m'ont toujours laissé énormément de liberté dans ma vie, donc ça, c'était déjà une très bonne chose, parce qu'ils ont compris que, ben voilà, s'ils voulaient, je sais pas, avoir un fils heureux, etc., il fallait pas le priver de rien. La seule chose, c'était qu'il soit respectueux avec les autres, et qu'il ramène des bonnes notes à l'école. Et même si moi, par exemple, j'en sais rien, je voulais avoir des choses dans ma vie, que ce soit une Xbox, une PlayStation, etc., eh ben ça, je pouvais pas l'avoir comme ça en claquant des doigts. Il fallait que je le fasse en réalisant des choses dans ma vie. Les seules choses que je pouvais réaliser à ce moment-là, c'était d'avoir des bonnes notes à l'école, parce que quand t'es petit, tu peux pas réaliser des choses de ouf non plus, quoi. Tu vois, c'est juste des bonnes notes. Et donc, en fait, les bonnes notes, moi, je les avais. C'était surtout pour mes parents, hein, tu vois, parce qu'en vrai, moi, je m'en foutais un petit peu de l'école, mais c'était vraiment pour mes parents. Et donc j'ai toujours réussi, mais à côté de mes bonnes notes, j'ai toujours été un petit peu une amusette, on va dire, sur les bancs d'école. J'ai toujours kiffé m'amuser avec mes potes, etc., à charrier certaines personnes et tout. Donc on va dire que j'avais des bonnes notes, mais qu'à côté de ça, voilà, je me suis aussi pris, on va dire, des jours de renvoi parfois avec des potes, parce que pas pour des trucs de ouf, tu vois. Mais par exemple, petite anecdote, un truc que je me souviens, c'est que dans les années avant, il y avait une prof que je détestais, tu vois, à l'école, qui m'avait vraiment mis la misère, des bâtons dans les roues. Parfois, il y a des gens comme ça avec qui t'accroches pas. Et donc j'avais des bonnes notes, mais elle ne m'aimait pas, tu vois. Et genre 2-3 ans après, j'étais dans ma dernière année en fait à l'école en secondaire en Belgique, et quand tu es en dernière année, il y a une fête, ça s'appelle la Saint-Nicolas, donc c'est le 6 décembre avant Noël. Et là pour la Saint-Nicolas, c'était comme ça dans mon école, tout le monde se déguise en fait, donc tu choisis un déguisement, et là tu peux faire le fou, tu vois. Et genre là, moi je me souviens, j'avais pris des bombes avec de la mousse à raser pour hommes, tu vois. Et là je vois la prof passer dans le couloir, et je me suis dit, j'ai appelé mon pote et je lui ai dit, là on va la massacrer, tu vois. Donc voilà, là j'y ai été, franchement, j'ai mis je me souviens, de la mousse à raser partout sur elle, dans ses cheveux et tout ça. Et là des jours de renvoi, et puis j'en ai eu d'autres, tu vois. Et je dis pas ça pour faire le type qui était genre tu sais, le gros bandit à l'école, mais c'est pour montrer que voilà, à côté des bonnes notes, j'aimais bien m'amuser aussi, faire quelques bêtises, mais je pense finalement comme tous les jeunes à l'école, tu vois, tu peux pas rester dans une case tout le temps non plus. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ma scolarité s'est passée pour mes secondaires. Alors après, j'étais en haute école.
Donc j'ai décidé de pas faire l'université parce que ça me paraissait trop compliqué en fait, l'université, parce que l'université, tu as juste un gros bouquin. T'en as pas que un, t'en as peut-être 10. Tu dois faire que apprendre ça et puis recopier ce que tu as appris sur un bout de papier. Et je trouve ça tellement débile et inutile. Il y a rien de pire en fait pour moi dans l'apprentissage de quelque chose. Pour moi, le meilleur apprentissage que tu peux avoir, c'est sur le terrain en fait. Ouais. Et moi, les études que je voulais faire, c'était vraiment journaliste. Moi, mon rêve, c'est de devenir journaliste sportif, de pouvoir aller commenter des matchs dans des stades de foot, etc. Ou bien même dans le basket encore plus en NBA. Ça, c'était vraiment mon rêve. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des études de communication et donc je me suis dit il faut de la pratique quoi, tu vois. Et donc là c'était bien parce que l'école dans laquelle j'étais, on a eu beaucoup de pratiques, on utilisait déjà des caméras, tu vois, on passait derrière les caméras, on parlait, etc. Et alors après j'ai arrêté après 1 an et demi parce que je m'étais lancé dans le business et parce que ça me saoulait et je sentais que finalement que c'était pas ma voie et qu'il fallait que je parte vers quelque chose qui m'animait vraiment et quelque chose qui allait vraiment me rendre heureux dans ma vie et surtout une chose où j'allais travailler pour moi et pour réaliser mes rêves et pas pour réaliser les rêves d'un patron, d'une boîte ou quelque chose comme ça, juste d'être un numéro dans une boîte quoi. Clairement. Et ça je pense qu'on le sent au fond de nous, tu vois. Il y a des personnes qui sont ok avec ça en se disant bon bah ok, je vais être salarié, je vais écouter une autorité, je vais écouter mon boss et puis ci et puis ça, et ces personnes-là ils dépendent uniquement de ce qu'il y a à l'extérieur. Et je pense que les personnes qui sont vraiment des entrepreneurs, ils le sentent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont pas destinés à être des salariés ou à écouter un patron, tu vois. Enfin moi c'est mon point de vue et je pense que tu l'as aussi, tu vois. Je vois le côté entrepreneur que tu as. Et en fait, désolé de te couper, mais c'est vrai que moi, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours, bizarrement aimé faire des projets, aimé faire de l'argent aussi. Tu vois, par exemple, je pense que en fait, le fait de devenir entrepreneur, c'est pas que tu l'as ou tu l'as pas, mais quand même un petit peu. En fait, ça fait quand même beaucoup partie de la personnalité. Chacun a un caractère différent. Et moi, par exemple, je me souviens quand j'avais, je crois, 11 ans, j'avais créé un blog en ligne, style jeuxvideo.com, tu vois, où je notais des reviews de tous mes jeux vidéo. J'aimais déjà bien faire du contenu à ce moment-là, tu vois. Après, plus tard, je me souviens, je créais des anti-stress en fait à la cour de récré à l'école. Ah oui. D'ailleurs, je m'étais pris aussi un jour de renvoi pour ça, parce qu'en fait, je prenais des ballons, tu vois, les ballons que tu gonfles, je mettais de la farine dedans, je fermais le ballon et en fait, ça faisait un style d'anti-stress et en fait, ça cartonnait. Je l'avais vendu à tous mes potes, je vendais ça genre 50 cents, tu vois. Okay. Et en fait, il y a un jour, les profs qui m'avaient vu occupé de vendre ça à la cour de récré, j'avais genre un sac avec toutes les pièces dedans et du coup, je m'étais pris aussi un jour de renvoi parce que c'était interdit, tu pouvais pas faire du commerce à la cour de l'école. Toi aussi, t'as fait du commerce dans les bien sûr, de récréation. Et pour même aller plus loin, je me souviens un truc que j'avais fait. Et je pense que voilà, c'était un truc qui était un petit peu en moi. C'est que genre quand tu étais puni à l'école, tu devais recopier une page en fait. C'était la page 60 du cahier de coordination, etc. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit cette page-là et j'avais réussi à la photocopier pour que ça fasse genre c'était toi qui l'écrivais de ta main, tu vois. Et donc quand il y avait des potes qui étaient punis, moi je leur vendais en fait cette page-là à 1 euro ou 1,50 €, je sais plus. Et du coup, pareil, après il y avait un prof qui l'avait su. Donc après ils avaient changé de page et j'avais demandé, tu vois, de copier la page 65, je pense. Mais donc ça a toujours été un truc en moi où j'ai toujours aimé en fait faire un peu du commerce, faire de l'argent. Et alors après, j'ai commencé en fait à vendre des produits en ligne sur des marketplaces comme eBay, comme en France, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Deuxième Main, c'est Le Bon Coin. Ouais, Le Bon Coin. Voilà, c'est ça, sur Le Bon Coin, sur deuxièmemain.be à l'époque en Belgique. Et en fait, j'ai acheté plein de types de produits différents, des accessoires pour photographes, etc. que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai acheté en gros. Okay. J'en avais testé, je crois que j'avais testé, je sais plus, 10 ou 15 produits. Il y en avait un qui s'était vraiment pas mal vendu. Et donc j'avais commencé à les vendre comme ça sur des sites en ligne. Et il y avait un moment, je stagnais en fait un petit peu genre à 1500 ou 2000 € par mois parce que j'avais pas que ça à faire vu que j'étais à l'école aussi. Ouais. Et puis, tu as du stock, tu vois, tu dois commander, tu dois attendre que les produits arrivent chez toi, ça vient de Chine, donc ça prend du temps, etc. Et donc, j'avais tapé bizarrement sur Internet comment, vendre des produits en ligne sans avoir de stock, tu vois. Parce que je pense que j'en avais déjà entendu parler, mais je me souvenais plus exactement du nom, ce que c'était. Là, je tombe sur jeuxvideo.com, justement, et il y a un gars qui dit, ouais, ça s'appelle du dropshipping. Comme ça, il répond à ma question, il dit, ça s'appelle du dropshipping. Et donc là, je tape dropshipping sur YouTube, et je tombe sur un gars, il s'appelle Cédric Beau, peut-être que tu l'avais vu passer à l'époque aussi. Possible, ouais. Et c'était le seul en France qui faisait des vidéos là-dessus et je trouvais ça super intéressant. Après, je tombais sur un autre gars qui est devenu un de mes mentors par après, Émeric Chamard aussi. Il m'a appris beaucoup de choses justement dans le e-commerce et dans le dropshipping. Et après, c'est comme ça que je me suis lancé dans mon premier business justement de e-commerce, quoi. Ok, bon bah c'est super. Franchement, c'est super intéressant justement de voir un peu ton parcours depuis ta naissance à l'école, comment tu étais. Et d'après ce que tu es en train de m'expliquer, voilà, tu avais déjà ce truc d'entrepreneur que tu avais au fond de toi. Tu faisais un petit peu du commerce à la récréation. Et moi, justement, je m'en rappelle, c'était à l'époque du collège. J'achetais et je revendais en cours de récréation, tu sais, les écouteurs Beats.
filaires. C'est des Mhm. écouteurs, tu sais, comme ça. Et bah, justement, j'ai acheté ça et puis je les revendais justement à la cour de récréation. Mais justement, je me vois en toi, justement, quand tu dis ça, Ouais, je vois, ouais. quand tu dis que tu faisais du business à la cour de récréation. Ok, bah écoute, franchement, c'est top. Maintenant, je veux savoir comment tu as démarré le e-commerce, parce que je crois que c'est ton premier business, Ouais, officiellement. c'est ça, ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un petit peu comment tu t'es lancé dans le e-commerce, ton parcours par rapport à ça et voilà. Ouais, ouais, Tout ok. ça. Bah, en fait, le e-commerce, moi, quand j'ai commencé, ça a été assez particulier parce que j'avais aucune formation, tu vois. Vraiment, au tout début, j'avais regardé des vidéos sur YouTube, mais il n'y avait pas énormément d'infos. Et donc, en fait, j'ai juste suivi, je crois, une formation pour créer un site web, mais ça ne t'apprenait aucune technique de marketing, tu vois, de publicité Facebook, de marketing d'influence. En plus, à l'époque, tu vois, quand je me suis lancé, le marketing d'influence n'existait pas en France. Il n'y avait personne qui en faisait. Tu en faisais, mais c'était genre, tu vois, du shout-out avec des pages Insta où en fait, tu allais payer une page, qui allait mettre une photo de ton produit dans son fil d'actualité, qui allait taguer ta page. Mais bon, je veux dire, le parcours client et le parcours de vente était beaucoup moins rapide et beaucoup moins fluide qu'avec un swipe up que tu pouvais avoir à l'époque, quoi, tu vois. Et donc, moi, je me suis lancé en fait au tout début dans une niche vraiment par hasard. C'était une niche que je connaissais même pas. C'était la niche en fait de la survie. Ça se faisait beaucoup en fait au Canada et en Amérique. Donc en fait, c'est des gars qui partent en forêt comme ça pendant parfois 2-3 jours et en fait ils partent avec le moins d'accessoires possible. Et parfois un accessoire peut faire 5 choses différentes en même temps, tu vois. Et en fait, j'étais tombé sur cette niche là vraiment par hasard parce qu'en fait, je voulais faire un site sur le voyage, donc tu vois, qui vendait des valises, les coussins à mettre autour du cou et tout. Et de fil en aiguille sur AliExpress, en fait, j'étais tombé sur des accessoires de survie. Et en fait, il y avait personne qui faisait ça en France et je voyais pas beaucoup de sites là-dessus. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais tenter, en fait, vu que j'y connaissais rien, je me suis dit, je vais tenter ce site-là. Et je me suis dit, pour vendre ces produits-là, il faut que je trouve des gens qui sont connus dans ce milieu-là pour pouvoir le vendre. Donc, déjà, le principe d'influenceur, comme toi, tu as fait aussi. Et en fait, moi, c'est toujours un petit peu ce que j'ai fait, sauf que je suis pas du tout passé sur Instagram. Au début, je suis passé par des pages Facebook. Donc, je suis tombé sur des pages Facebook qui, en fait, donnaient des conseils dans la niche de la survie, mais où il y avait vraiment une communauté hyper engagée parce que ces gens-là, j'ai l'impression, se soutenaient à fond. Tu vois, ils prenaient des photos de leur tente en camping le week-end, de comment ils faisaient leur feu, de comment ils faisaient à manger et tout ça. De comment ils faisaient cuire le riz et tout ça. Je trouvais ça super intéressant de voir que en fait, c'était une niche que je connaissais pas du tout, mais une niche qui est tellement soudée et où les gens en fait participent tous les jours sur le site parce que, enfin sur la page Facebook parce qu'ils sont hyper passionnés par ce domaine-là, quoi, tu vois. Et donc, je me dis, je vais contacter plusieurs pages. C'était des pages qui avaient 100 000 membres qui suivaient la page. Et à cette époque-là, la portée des pages Facebook était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les pages Facebook, tu peux limite les oublier, tu vois. Elles sont presque plus de portée par rapport à avant. Et je me souviens, j'avais dit, ouais, ben voilà, je vendais en fait, c'était un bracelet avec 5 fonctions. C'était un bracelet qui faisait, si je le déroulais, tu pouvais avoir un fil que tu faisais pendre entre 2 arbres pour faire pendre ton linge, pour le faire sécher. Après l'avoir lavé, il faisait siffler, il faisait boussole en même temps, il faisait allume-feu. Tu vois, tu pouvais allumer un feu avec le bracelet. Je me dis, je vais vendre ce bracelet, il a l'air assez sympa. Donc j'avais créé une vidéo autour du bracelet. J'avais créé vraiment page de vente, copywriting, j'avais pris des photos moi-même et tout ça, je les avais retouchées et donc je travaillais avec la page et la page je crois que je l'avais payée la première fois j'avais dû la payer 50 € je crois et il met juste un post comme ça, même pas épinglé ni rien, je fais 500 € directement le premier jour, mais j'étais encore à l'école, quoi, tu vois, vraiment en première année, donc c'était les premiers 500 € que je gagnais, puis après j'ai commencé à travailler plus avec lui, donc là je tournais en automatique, je pense que je tournais, c'était à du 2500 € par mois, mais sans vraiment me fouler honnêtement, tu vois, et même pas en passant 10 heures par jour sur le site, c'était en passant 1 ou 2 heures par jour, parce que je me souviens j'étais en stage aussi à ce moment-là à l'école et je devais faire beaucoup de choses pour le stage, mais dès que justement mon maître de stage était plus là, hop, j'arrêtais d'être dans ses papiers, j'ouvrais mon PC et j'étais sur mon site occupé de soit traiter les commandes ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc c'est comme ça en fait que tout a commencé et là j'ai voulu arrêter mes études parce que je gagnais 2500 € par mois. Bon, c'était du chiffre d'affaires, donc c'était pas du net, c'était du brut, sauf que là mes parents m'ont mis une bonne claque et m'ont dit pour me protéger en fait que j'étais fou de faire ça. Et donc là en fait tous mes rêves tombe à la poubelle. Donc là, moi, je me souviens de ce jour-là, j'ai pleuré chez moi, vraiment. Il y avait cette frustration-là, en fait, qui commençait. La frustration allait être explosée, et sauf que la frustration revenait de nouveau dans mon corps parce que mes parents m'avaient dit, t'es fou, retourne à l'école, c'est ça ton chemin, c'est grâce à ça que tu vas avoir un papier, que tu auras de l'argent tous les mois parce que ton business en ligne, peut-être que dans 2 mois, il va s'échouer, quoi. Enfin, il va s'écrouler, pardon. Ouais. Et peut-être que tu pourras plus le faire. Et je me souviens que ce jour-là où j'ai pleuré devant mes parents, je leur ai dit, voilà, moi j'ai mon business, je veux continuer
à faire de l'argent avec mon business pour après investir dans l'immobilier. Et je me souviens en fait qu'ils m'ont regardé avec des grands yeux en mode mais c'est impossible, tu vois. Et je critique pas mes parents parce que j'adore mes parents et c'est vraiment des personnes incroyables, mais je les comprends aujourd'hui avec du recul parce que voilà, c'est vrai que pour des personnes qui sont pas dans ce délire-là de se dire ok, je vais monter un business et tout, les personnes qui sont dans l'immobilier, c'est seulement des personnes qui sont issues des familles qui sont déjà dans l'immobilier en fait, tu vois. C'est vrai que moi quand j'étais petit aussi, c'était normal. Et donc aujourd'hui, je les comprends tout à fait qu'ils ont voilà, qu'ils ont voulu en fait me protéger tout ça. Aujourd'hui avec du recul, quand je vois que c'est vraiment en fait grâce au dropshipping et grâce à tous les autres business que j'ai pu faire qu'aujourd'hui j'ai de l'immobilier dans plusieurs pays en Europe, mais pour moi c'est vraiment une satisfaction juste incroyable quoi, tu vois, de pouvoir montrer à mes parents, pas pour leur dire ah tu vois j'avais raison, mais de leur dire regardez j'ai réussi à le faire en fait, j'ai réussi à le faire tout seul. Et pour moi il y a rien de plus beau aujourd'hui quand mes parents le voient aussi. Pour eux ils se disent pas en mode voilà il vient vers nous en disant il a réussi à le faire parce qu'on avait tort, mais ils sont super contents aussi de voir ça, que j'ai cru en mes rêves et j'ai réussi à les accomplir juste parce que j'avais une flamme au fond de moi et j'ai tout fait pour accomplir justement cet objectif là d'investir dans l'immobilier grâce à ma premier business à cash flow que j'ai lancé sur internet quoi. Ouais, bah franchement c'est top. Et tu sais, moi je vais te dire un truc, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas leurs parents. Ils se disent ah mais mes parents ils veulent pas que je me lance dans le business parce qu'ils ont pas confiance en moi ou pour tout un tas de raisons, tu vois. Mais moi je pense réellement que les parents ils sont vraiment là pour protéger leurs enfants, tu vois. Mais ça, la plupart des gens, ils le comprennent pas. Parce que moi, c'était pareil. Quand j'ai voulu me lancer justement dans le business, mes parents, ils me disaient, bon, bah là, il vaut mieux que tu continues tes études, il faut que tu continues tes études, fais tout pour avoir des diplômes, etc., etc., tu vois. Et je pense que c'est plus une protection qu'autre chose. Donc, bah, bien sûr, c'est sûr. Vois, faut pas que les gens ils se disent ah ben vas-y je vais arrêter de parler à mon père ou arrêter de parler à ma mère parce qu'ils m'empêchent d'atteindre mes rêves, tu vois. Et ça, ces gens-là, je les comprends pas. Exactement, mais c'est vrai que en fait d'un côté je peux peut-être les comprendre, mais vraiment juste à l'instant T en fait où tu annonces le truc à tes parents que tu quittes tes études. Moi c'est vrai que quand en fait ils m'ont dit bah non tu dois continuer, là je les comprenais pas parce que déjà de 1 j'avais pas le recul, j'avais pas l'expérience, j'étais plus jeune que maintenant, j'avais 18 ou 19 ans et donc là tu les comprends pas et t'es en colère et donc du coup tu penses que c'est eux que tu dois suivre en fait, c'est eux parce que c'est tes parents et t'as pas envie de les décevoir. Et donc moi je me souviens que je suis retourné sur les bancs d'école pendant pratiquement 7 mois à une vie mais la plus normale possible d'un garçon de mon âge, tu vois. Donc j'ai regardé, je recommençais à regarder des vidéos sur internet de jeux vidéo, j'ai recommencé à jouer à Call of Duty, etc. Et après la frustration est de nouveau revenue et après j'ai vraiment mis un ultimatum à mes parents, j'ai dit voilà c'est soit je quitte des études et vous devez l'accepter, ou soit je quitte des études, vous ne l'acceptez pas mais je quitte quand même les études quoi, tu vois. Et voilà, aujourd'hui avec le recul, aujourd'hui je les comprends, mais c'est vrai que comme tu dis je comprends pas les gens qui continuent un petit peu à faire la gueule à leurs parents, etc. Mais voilà, après moi je pense qu'il faut les comprendre parce que c'est deux mondes différents. Et c'est vrai que moi vraiment quand mes parents ont pris conscience qu'il y avait du potentiel, c'est vraiment quand je leur ai montré les résultats en fait. Ouais, moi pareil. Les premiers résultats que j'ai eu c'était 2500 €. On va dire c'est des résultats mais c'est pas non plus les résultats, tu vois. Et quand je leur ai montré genre le dashboard Shopify de ma première promo où là je dépassais genre les 10 000 € sur même pas 24 heures, sur une après-midi, là ça change tout en fait. Là tes parents ils te regardent avec un autre œil, ils se disent c'est quoi ce truc en fait, tu vois, comment c'est possible. Tu leur montres ça une fois, tu leur montres ça le lendemain, tu leur montres une troisième promo, une quatrième, une cinquième, tu leur montres la fin du mois où tu as fait plus de 100 000 €. Et là ça change tout en fait. Là ça change tout parce qu'ils disent ok, si mon fils arrive à faire ça, je dois lui laisser sa chance en fait, je dois lui laisser lui faire confiance et je dois le soutenir. Et ça c'est des bons parents, tu vois. Et donc moi c'est vraiment ça qui a été l'élément déterminant où là mes parents se sont dit là il faut le laisser faire en fait. Là on lui met plus aucune barrière, on le laisse faire et il fait sa vie quoi, tu vois. Qu'il fasse sa vie clairement. Donc du coup toi tu avais attendu à 2500 € à peu près de chiffre d'affaires pour montrer justement à tes parents que ça marche, ça commence à marcher, etc. Ouais c'est ça, mais les 2000 premiers 500 € ou après 2 ou 3 fois pour eux c'était pas encore assez concret en fait, tu vois. C'était pas du tout concret. Là, vraiment, comme je te dis, la fois où ça a été vraiment concret, c'est quand je leur ai montré le dashboard Shopify où en fait la sonnerie de Shopify, elle sonnait toutes les 2 secondes. Là. Okay, tu vois, ça faisait tiling, 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 et ça arrêtait pas toute l'après-midi. Et je me souviens, j'étais dans la cuisine avec mes parents et mon père, mais il se disait, mais c'est quoi ce bordel? C'est un truc de fou, tu vois. Et genre à chaque fois, boum, 30 €, 30 €, 30 €, 30 €. La meilleure notification. Ouais, c'était abusé. Mais même moi, je comprenais pas, tu vois, parce que c'est la première fois que je gagnais autant d'argent en si peu de temps, alors que l'été d'avant, j'étais encore occupé de travailler
entre 8 et 10 heures par jour dans une boîte. Je me souviens, je rangeais des fardes. C'était dans l'entreprise où mon père travaillait. Il avait réussi à me faire rentrer comme job étudiant. J'ai gagné une misère. Et en fait, là, j'ai gagné en une après-midi ce que j'aurais gagné en 12 mois en étant étudiant, quoi, tu vois. Et ça, c'est juste un truc de fou. Et comme je te dis, c'est vraiment là où mes parents ont pris conscience du truc, quoi. Ouais. Moi, justement, comme je t'avais dit, avant de faire du business e-commerce, voilà, je faisais un petit peu Boursorama à ce moment-là, tu vois, le système de parrainage. Je faisais un petit peu d'argent, mais c'était pas ouf, tu vois, genre 2000 euros, 3000 euros. Voilà, c'était vraiment. C'était pas ouf, tu vois. Et mes parents, bah, forcément, ils croyaient pas du tout au business en ligne que je faisais, tu vois. Ils étaient là, bon, on le laisse faire, peut-être que ça marchera, etc. Tu vois. Mon père, il était persuadé que ça allait pas marcher. Il se disait, bon, vas-y, franchement, vaut mieux que tu trouves un travail, etc. etc. Et donc, comme je t'avais expliqué, je m'étais enfermé dans ma chambre de 9 mètres carrés. J'étais en train de charbonner, etc., etc., etc. Et là, moi, je vois que je faisais des ventes. Et comme je t'avais dit, j'avais fait voilà, 2000 euros à l'influenceur, je fais 10 000 euros, etc., etc. Mais j'avais rien annoncé à mes parents, tu vois. J'avais rien annoncé à mes parents. Et à un moment donné, sur un mois, j'avais fait un truc comme 30 000, 40 000 euros, tu vois, de chiffre d'affaires sur un mois. Et c'est là que je suis parti voir mes parents. Et donc, j'avais fait un 2 en 1, tu vois. Non seulement j'aurais montré mes revenus, et c'est à ce moment-là où j'avais dit que j'allais partir m'expatrier à Dubaï, tu vois, pour la fiscalité, etc. Mais moi, je n'ai pas dit directement. J'ai dû attendre de faire 30-40 000 euros pour montrer vraiment que ça marche, que ce business model fonctionne, tu vois, pour annoncer à mes parents. Et dès qu'ils ont vu les chiffres, là, ils se sont dit, ah, ok, donc là, on est d'accord avec toi, ça marche, donc vas-y, bah maintenant, fonce dans ce que tu fais, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu, toi. Même moi, c'est marrant parce que tu vois, le truc là où mes parents ont vraiment pris conscience du truc, c'est bon, déjà il y avait les chiffres, mais pas non plus à 100%, parce qu'en fait les chiffres c'est un dashboard, c'est pas un compte bancaire, et même un compte bancaire, ça reste un compte bancaire, c'est virtuel, tu vois, et tu peux voir ça sur un compte bancaire, tu sais pas le palper l'argent, tu vois. Le seul truc que tu peux palper, même au-delà des billets, c'est les biens matériels, tu vois. Exactement. Et moi en fait avec mes parents, ce qui a vraiment changé la donne, c'est tu vois, quand j'ai commencé par exemple à acheter ma première voiture, quand j'ai commencé à acheter telle chose ou telle chose pour eux, et même aujourd'hui encore, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir, parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, mes parents, tu vois, je leur explique pas tout ce que je fais. Ils le savent plus ou moins, mais je veux dire, ça reste un monde très nouveau pour eux, etc. Bien donc sûr. parfois, ils ont du mal à comprendre aussi. Et donc, aujourd'hui, moi, par exemple, tu vois, ici, ça va être les fêtes de fin d'année, ça me fait plaisir de leur acheter des beaux cadeaux. Et là, ils se rendent compte que, ok, Lucas, ce qu'il fait, ça marche vraiment. Tu vois aussi, réel, c'est réel. Et je fais pas ça pour leur montrer que c'est réel, mais c'est surtout aussi parce que j'ai tellement reçu, pour moi, je trouve une bonne éducation qu'aujourd'hui, c'est à moi de leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné, en fait. Tu vois, si je suis là aujourd'hui, bien sûr, c'est grâce à mon parcours, c'est grâce à moi, mais c'est surtout grâce en fait à l'éducation que tu as eue, grâce à tes parents. Sans tes parents, t'es pas là en fait aujourd'hui, tu vois. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui de remercier mes parents à ma manière, et ça montre aussi, ça permet aussi de leur montrer, parce que tu vois, les parents souvent s'inquiètent, est-ce que ça marche toujours ce que mon fils y fait, c'est bizarre ce qu'il fait, je comprends pas trop, est-ce que c'est juste en une fois ou bien est-ce que ça marche pour toute la vie, tu vois. Et donc le fait aussi de leur faire plaisir comme ça, ça me rassure dans le fait où je me dis, mes parents voilà, sont sereins et ils savent que tout continue à bien tourner, quoi. Franchement, c'est top, Lucas. Franchement, je suis grave content pour toi, pour ce que tu as pu faire aussi pour ta famille, pour tes parents. Je pense que moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, de pouvoir faire plaisir à ses parents, de pouvoir faire plaisir à sa famille. C'est quelque chose de super important. Et maintenant, moi, j'aimerais que tu nous expliques ton parcours du coup au niveau du e-commerce. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a radicalement changé ta vie? Est-ce que tu as lancé des formations? Voilà, donc dis-moi un petit peu. Parce que moi, voilà, juste avant, je t'ai rencontré sur YouTube. Je voyais tes vidéos sur YouTube et je me disais, bah franchement, ce mec, il est en train de cartonner avec le e-com, tu vois. Il est en train de faire des chiffres de fou, tu vois. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de tout ça? Ouais, en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours aimé même dans... En fait, moi, j'ai toujours aimé même dans ma vie à moi, si tu veux, faire toujours différemment des autres. Donc, comme je te disais, avec le fait d'être dans des cases, tu vois, ça ne m'allait pas. Et dans le business, j'ai eu la même chose aussi, en fait. Okay. Donc, c'est-à-dire que dans le business, quand j'ai commencé, j'étais sur le marché français, j'ai commencé à faire des influenceurs. Et puis, c'était vraiment la période où, après, il y a tout le monde qui a commencé à faire des influenceurs aussi, tu vois. Ouais. Et même là, je n'aimais pas me mettre dans une case, ok, je vais faire comme tout le monde. Et donc, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse vraiment des trucs à ma manière et que je sois seul et qu'il n'y ait personne, en fait, pour m'embêter autour de moi, tu vois. Donc, très tôt, pourtant, j'aurais pu faire
encore plus d'argent sur le marché français parce que je me souviens, j'en avais déjà fait beaucoup à ce moment-là. J'aurais pu encore en faire plus et capitaliser vraiment sur ce marché-là et devenir peut-être le numéro 1 dans mon domaine. Sauf que j'ai décidé de peut-être gagner un petit peu moins à l'instant T, mais de réapprendre vraiment un tout nouveau marché. Je suis parti sur le marché espagnol en fait. Et là, il y avait personne qui faisait du marketing d'influence. Pourtant, tu avais plein d'influenceurs aussi. Parce que je veux dire, l'Europe, de manière générale, avance au même rythme, que ce soit sur la mode, sur les vêtements, que ce soit sur les nouveautés sur Internet, que ce soit sur les influenceurs. Chaque pays avait des influenceurs, tu vois. Donc, je suis parti en Espagne faire mes promos. Et là, de nouveau, boum, ça a cartonné comme au tout début que je le faisais en France, en fait, tu vois. Il n'y avait personne qui le faisait. Donc après, j'ai commencé, en fait, en parallèle de quand j'ai réalisé des chiffres sur le marché français, sur le marché espagnol, ensuite sur le marché italien, ensuite sur le marché mexicain et sur d'autres marchés, etc. À chaque fois, les premières promos cartonnaient, mais vraiment à fond pendant plusieurs mois. Et en fait, ça m'animait tellement et je trouvais ça tellement fou que je voulais partager ça, en fait. Et donc, j'ai commencé à partager ça pratiquement pendant 1 an sur YouTube, mais juste comme ça, en fait. Tu vois, je me filmais. D'ailleurs, tout le monde peut aller voir mes vidéos sur YouTube. Tu les tries de la plus vieille à la plus récente, elles sont éclatées les vidéos, tu vois. Je filme avec tu dis ça dans ta chambre, dans ma chambre, fait ça un jour. Dans ma chambre avec, tu vois, on voyait mon lit, c'était n'importe quoi. Et tout, des posters de basket et tout ça. Et donc si tu les regardes, en fait, tu vois vraiment que la qualité elle est éclatée. Je filmais avec un iPhone 3GS ou 4, enfin je sais même plus. Le micro, c'est le micro de l'iPhone. Et donc c'était vraiment parce que pour moi, c'était tellement ouf. C'est comme, et souvent, je prends un petit peu cette métaphore-là. C'est comme si, par exemple, tu as 6 ans, tu vas jouer en forêt avec des potes, et en forêt, tu trouves un truc de fou, j'en sais rien. Tu trouves j'en sais rien, un champignon super beau ou un arbre super beau. Tu vas vite aller appeler tous tes potes pour leur montrer, tu vois. Ben là, moi, j'ai eu la même réaction avec le business. J'ai tellement trouvé un truc de fou et ça me paraissait tellement ouf à mes yeux. Je devais en parler, je pouvais pas le garder pour moi, tu vois. Donc, j'ai commencé à faire plein de vidéos sur le drop. Et alors, je me souviens, je montrais même mes résultats dans des groupes Facebook de business. Et je montrais genre 7 000 € en un jour, 12 000 €, 24 000 € en un jour, etc. Et genre, il y avait des gens qui me croyaient, mais les 50%, ils me croyaient pas. Ils disaient, mais putain, c'est qui ce gros mytho? Qu'est-ce qui vient polluer ce groupe avec des chiffres? Et il y en avait, ils me croyaient pas du tout, tu vois, parce que c'était tellement gros à l'époque, en fait, de faire des chiffres comme ça. Après, ça s'est démocratisé dans le dropshipping, parce qu'avec des stratégies qu'on avait, tu pouvais plus rapidement, en fait, faire ces résultats-là. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand toi et moi, on s'est lancé et qu'on a eu des résultats très, très hauts rapidement, je peux pas dire qu'on était les deux seuls, mais on était dans le top dropshipping, quoi, tu vois. Après, ça s'est démocratisé. Il y en a qui ont fait bien plus que moi, etc. Mais donc voilà, pour revenir à ce que je disais, ça m'animait tellement qu'en parallèle de ça, j'ai commencé à faire des vidéos. Et alors après, il y avait tellement une grosse demande en fait sur YouTube de personnes qui, en plus de mes vidéos, voulaient en fait vraiment connaître de A à Z, voir mes sites, voir aussi en fait mes promotions directement avec les influenceurs, que les gens me demandaient une formation, tu vois. Et moi au début, formation je connaissais pas parce que sur le marché français il y avait pas beaucoup d'infopreneurs. Il y en avait même, c'était dans des autres niches, tu vois. C'était dans l'immobilier, il y avait beaucoup de love coach aussi que j'avais vu et tout ça. Mais vraiment, la formation, j'y connaissais rien. Donc, en fait, moi, je me souviens, j'ai fait une petite formation, je crois que c'était à 297 €, 397 €. Ça s'appelait Cash Influenceur. C'était une petite formation de 2-3 heures, mais qui était pas mal foutue, tu vois, où il y avait pas mal de bons conseils et tout ça. Et donc, je l'ai vendu comme ça, mais sans marketing et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ouf les formations aussi, parce que c'est un produit que tu crées une fois et que tu peux faire de l'argent en récurrent. Et en fait, le fait d'avoir vu ça et d'avoir pris conscience que les formations, en fait, ça peut être encore plus scalable que le dropshipping, je me suis dit, en fait, il faut que je crée ce business-là en parallèle du dropshipping, en fait. Et c'est comme ça, après, que j'ai commencé aussi à me former dans le drop, à me former avec certains mentors aussi dans les formations, où j'ai changé tout le branding de ma formation, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché français, il y en a beaucoup qui ont honte de dire qu'ils ont gagné de l'argent avec leur formation. Moi, j'ai pas du tout honte de le dire, en fait. Et ça a été un gros tremplin pour moi. Mais pour moi, à partir du moment, il n'y a pas de honte à avoir à faire de l'argent en vendant une formation si derrière tu aides réellement la personne. Par contre, c'est la honte si tu vends une formation et que la formation c'est du vent en fait à l'intérieur, que c'est un beau paquet, mais qu'à l'intérieur le paquet, quand tu l'ouvres, c'est comme les films au cinéma où tu vois un beau trailer, mais que le film en fait tu t'ennuies pendant 1h30, tu vois. C'est la même chose. Et donc moi, j'ai jamais eu honte de dire que j'ai gagné de l'argent avec la formation, que je gagne toujours de l'argent avec la formation. Et aujourd'hui, pour moi, comme je te disais, si comment dire, à partir du moment où tu as un produit qui est top et que tu aides réellement les gens, tu dois continuer à le mettre en avant, mais un maximum, en fait. Parce que s'il aide les gens et qu'il peut changer la vie des gens, mais pousse-le au maximum, tu vois. Et aujourd'hui, je continue à le faire encore, tu vois. Il y a encore des gens qui rejoignent mes formations e-commerce et qui ont des résultats aujourd'hui, tu vois.
Et pour revenir justement là-dessus, le parallèle avec la formation, c'est qu'en parallèle de ça, donc j'ai continué à faire du drop. Après, donc sur le marché espagnol, après il y a beaucoup de gens qui se sont lancés là-dessus parce que dès que tu montres en fait des stratégies sur un marché, des stratégies très spécifiques, tu peux même avoir seulement 5 mecs qui voient ta stratégie. Le marché peut être saturé en fait. Parce qu'avec un ordinateur et une connexion internet, si tu as un peu d'argent, tu peux saturer un marché. À toi tout seul, tu l'as fait avec ta marque. S Nutrition, tu as saturé un marché sur un produit en étant tout seul. Donc, fait, c'est pour ça que moi, j'aimais bien changer de marché assez rapidement. Je restais sur un marché entre 3 et 6 mois et puis je bougeais, tu vois. Après le marché espagnol, je suis parti sur le marché italien. Il y avait un très bon pouvoir d'achat aussi, ça marchait bien. J'ai testé un petit peu les pays de l'Est, c'était un peu plus compliqué. J'ai fait aussi pas mal l'Angleterre et après, je suis parti au Mexique. Là, ça a très bien marché, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec les livraisons. Je me souviens, au Mexique, c'était vraiment une galère pour livrer les produits, etc. Ou bien tu devais avoir un entrepôt là-bas, enfin bref. Et alors après, j'ai décidé d'arrêter là-bas et de revenir en Europe sur d'autres produits. Et voilà, c'est comme ça un petit peu, j'ai toujours joué un petit peu entre différents marchés. Et donc voilà un petit peu, je vais dire, mon parcours e-commerce et alors mon parcours de formation, en tout cas la première formation que j'ai lancée, quoi. Ouais, bah franchement, c'est top. Et comme tu disais juste avant, franchement, tu as eu la bonne idée de lancer une formation parce que tu as pu aider beaucoup de personnes à se lancer dans le business en ligne, à faire de l'argent, à créer une marque, à avoir des boutiques, tu vois. Et moi, je suis content que tu dises que tu n'aies pas honte de dire, bon, bah voilà, que tu aies gagné de l'argent avec ta formation, que tu la mettes en avant parce que au final, voilà, tu aides les gens à sortir de leur zone de confort et à lancer un business en ligne. Et je pense que ça, c'est bien de le dire. C'est ça, quoi. Franchement, j'aurais jamais honte de vendre une formation. Et aujourd'hui, moi, franchement, je le recommande à n'importe qui. Quand il y a des gens qui me disent quel business est-ce que je peux lancer aujourd'hui pour commencer avec vraiment 0 € de capital, mais je leur dis, tu te crées une audience dans un domaine dans lequel tu es passionné, dans lequel tu en sais plus que les autres, et après tu crées une formation en fait, et tu peux le faire dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui est moins bon qu'un autre, tu vois. Et d'ailleurs, en fait, moi je compare même, il y a des gens qui vendent des formations dans le sport, tu vois. Il y a des gens qui disent ouais, c'est la honte, ils gagnent de l'argent en vendant des formations dans le sport, mais ça c'est vraiment la mentalité française, tu vois. Mais c'est honteux de penser comme ça en fait. C'est dès que tu gagnes de l'argent, c'est mal. Alors qu'en Amérique, tu vois, aux US, etc., c'est normal, tu vois. Et les gens qui vont voir ça, ils vont être motivés, tu vois. Après, en France, heureusement, franchement, ça reste une minorité, tu vois. Parce que moi, je veux dire, tous les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont vraiment dans le domaine entrepreneur. Toi, c'est pareil, tu vois. Tu as toujours une minorité qui va venir un petit peu faire chier parfois, ou bien tu vas te lancer des pics, etc. Mais franchement, moi, je le prends pas du tout personnellement parce que pour moi, c'est vraiment la mentalité française et c'est même pas à cause des gens, c'est à cause de la société dans laquelle on vit, en fait. Où, en fait, le rapport à l'argent, où dès que t'es né, c'est hyper tabou, tu peux pas en parler. Dès que t'as de l'argent, il vaut mieux que tu te caches et que tu le montres pas trop, etc. Et je trouve ça tellement triste, en fait, tu vois. En fait, l'Europe est une société vraiment hyper terne et hyper où en gros tu peux rien montrer, tu dois vraiment te mettre dans une case, et dès que tu sors de ta case, que ce soit en bien ou en mal, tu t'es critiqué, en fait. Et dès que tu vas faire des choses, dès que tu vas innover des choses, dès que tu vas faire différent, tu seras toujours critiqué. Exactement. Et donc ça, en fait, il faut le savoir, c'est que si demain tu veux faire un truc nouveau, tu vas te prendre des critiques, et donc il faut apprendre à te mettre une carapace aussi. Parce que moi, quand je me suis lancé, des critiques, j'en ai eu plein, tu vois. Des critiques, j'en ai encore plein aujourd'hui. Et j'en aurai encore jusqu'à la fin de mes jours. Et je pense que toi aussi, parce que... pourquoi ? Parce que tous les matins, on ne se lève pas, on ne prend pas un train et on ne va pas au bureau faire comme tout le monde. Et encore une fois, je ne critique absolument pas ces personnes-là. Ça, je veux vraiment le dire. Parce que même ma famille travaille, on se rythme de vie là. Mes amis, mes meilleurs amis, etc. aussi. Mais c'est juste, encore une fois, que voilà, dès que tu fais différent, tu es critiqué. Je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, pour revenir à ce que je disais, aujourd'hui, moi, j'invite vraiment tout le monde et quiconque qui veut lancer un business à vraiment lancer une formation s'ils sont passionnés par un domaine. Et comme je disais, pour revenir à ce que je disais, tu as des coachs de sport qui vendent des prestations, par exemple à 50 € de l'heure dans une salle de sport pour coacher quelqu'un, tu vois. Mais moi, ces personnes-là, je leur dis, mais par exemple, elles se positionnent par exemple dans un domaine très concret comme la musculation, etc. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas du coaching en ligne, tu vois ? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une formation ? Tu gagnerais 10 fois plus, tu gagnerais 10 fois plus de temps, et tu pourrais scaler ton business en faisant la publicité, en faisant rentrer des personnes en automatique dans ton système, si tu mets en place des coachs, etc. Et ça changerait ta vie, en fait. Tu devrais plus passer 10 heures par jour à la salle, tu passerais plus que 1 heure ou 2 par jour à la salle, vraiment avec les 2 clients que tu aimes le mieux entraîner, et les autres clients, tu fais un programme d'accompagnement en ligne avec des coachings en ligne avec tout le monde, style mastermind, d'autres sites, etc. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas accès à cette information-là, en fait. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur business que tu peux lancer dans tous les domaines, dans la diététique, dans la nutrition,
dans le sport, même dans la création, dans la photo, dans la vidéo. Vraiment, aujourd'hui, la formation en ligne, pour moi, c'est un des meilleurs business que tu peux lancer. Ouais, c'est clair. Et tu sais, quand tu parles de business en ligne, il y a des personnes qui n'y connaissent pas, tu as l'impression de te faire passer pour un fou, tu vois. Nous, on dit à nos potes, lance-toi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à mon meilleur pote, tu vois. Je lui dis, lance-toi dans le business en ligne. Et moi, je lui montrais les chiffres quand j'avais commencé l'e-commerce. Oh, des 12 000 euros, des 20 000 euros, trucs. Bon, lance-toi dans le business en ligne. Qu'est-ce que t'attends? Regarde, c'est simple, etc., etc. Et j'ai l'impression que quand tu parles à tes potes ou à des gens qui n'y connaissent rien dans le business en ligne, tu as l'impression d'être une personne soit à part ou soit d'être fou, tu vois. Et franchement, c'est fou que tu te dises ça parce que je sais pas si tu as eu la même expérience, tu vois, que même avec des coachs de sport, comme tu viens de le dire, les coachs de sport pourraient faire tellement beaucoup plus d'argent en se lançant en ligne une formation ou des programmes de sport en ligne que de se déplacer, aller à la salle de sport. Et justement, j'ai eu cette conversation-là avec un pote il n'y a pas très longtemps. Et là, il a pris conscience des choses. Il s'est dit, vas-y, maintenant j'ai envie de me lancer en ligne, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Comment dire, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi par exemple, quand je rencontre des gens que je connais pas, pour me présenter, en fait au début je savais pas quoi dire, tu vois. Et donc je me souviens au tout début, vraiment au tout début, quand on me disait tu fais quoi dans la vie, je fais du dropshipping. Et après tu dois commencer à expliquer. Alors là t'es parti. Pendant 30 minutes je fais du dropshipping. Donc ok, c'est un business en triangle, exactement. Tu vois. Toi t'es au milieu, il y a le fournisseur, t'as le client, voilà. Enfin bref, donc c'était une horreur de devoir expliquer tout ça. Les gens ne comprenaient pas, ou bien ils comprenaient mais un peu en mode où ils font semblant de comprendre. Voilà, c'est ça. Et donc du coup aujourd'hui, moi quand je rencontre des gens, tu vois, ils me demandent tu fais quoi. Moi je leur dis j'ai une agence de marketing, tu vois. Simple. C'est ça, j'ai une agence de marketing en Europe et voilà. Par exemple ici j'étais encore ce vendredi, j'étais à une soirée à Abu Dhabi avec la plupart des gens que je connaissais pas. J'ai rencontré pas mal de gens intéressants, des Français et tout ça. Et à chaque fois, voilà, tu fais quoi dans la vie? J'ai une agence de marketing et ça s'arrête là en fait. Et en fait, l'agence de marketing, tu dois pas te justifier. Ils se disent ok, même ils vont te poser une question, tu vas pouvoir rebondir un petit peu, mais au moins tu dois pas rentrer dans le détail parce que c'est pas que t'as pas envie d'expliquer ou que tu dois cacher quelque chose, mais c'est que tu veux gagner du temps. C'est que en fait c'est assez difficile d'expliquer pour les gens qui connaissent pas en fait. C'est surtout ça. Et après ils vont avoir des préjugés ou des trucs, tu vois. On sait jamais ce qu'il peut y avoir dans la tête des gens, tu vois. C'est ça, voilà, ouais. Donc je préfère juste dire ça et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple maintenant quand tu es avec des gens dans le business. En fait là ce que tu fais, tu peux en parler pendant 3 heures et la personne en face de toi aussi parce que là tu peux vraiment partir dans une discussion très profonde en fait. Exactement. Et moi c'est le genre de discussion aujourd'hui que j'aime le mieux. C'est le genre de discussion où tu es avec un gars et en fait tu peux parler pendant 3 heures avec lui, tu vois pas le temps passer. C'est comme la fois passée, on était parti manger un bout au Dubai Mall et ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu. Tu vois pas le temps passer en fait. Incroyable. Parce que les paroles que la personne va te dire en face de toi, tu vas les comprendre, mais il y a personne d'autre qui peut mieux les comprendre parce que tu es dans le même domaine en fait. Tu vois, si tu les parles à une personne qui est pas dans le même domaine, ça va pas être perçu de la même manière. Ce que toi tu vas lui dire un A, mais la personne va comprendre un B, tu vois. Dis que quand tu parles avec des personnes qui sont dans le même domaine, tu dis un A, la personne comprend un A, tu vois. Et donc en fait là ça s'enchaîne, ça rebondit et les discussions profondes c'est vraiment les meilleures quoi. Donc voilà pour répondre à ça. Je sais plus c'était quoi la fin de la question. On est dans le flux. Mais moi j'ai une question à te poser, tu vois. Est-ce que t'as des personnes qui t'ont pris un peu pour un extraterrestre, de te lancer en ligne, de faire du business en ligne, de te montrer sur Internet, de faire des vidéos YouTube, de faire des formations? Est-ce que genre les personnes avec qui t'es parti par exemple à l'école ou des potes à toi ou tes meilleurs potes ou peu importe, ils t'ont pris un peu pour un extraterrestre en se disant mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Pourquoi il n'a pas travaillé comme tout le monde, tu vois? Ouais, quand même. Moi, en fait, ce que j'ai remarqué, et c'était vraiment avec mes meilleurs potes, c'est qu'en fait, ils osaient pas me poser des questions, en fait. D'accord. Et même des gens très proches, etc. aussi, c'était comme si c'était un peu tabou, tu vois. Okay. Parce que, en fait, ils voyaient ce que je faisais, genre sur YouTube, et que je parlais d'argent. Ouais. Et donc, en fait, je pense que peut-être si j'avais pas fait de vidéos sur YouTube, ils m'auraient peut-être plus posé de questions. Mais vu que je faisais des vidéos, ça les intrigue, donc ils vont les regarder. Ils vont pas te le dire qu'ils les regardent, mais ils les regardent, ils voient que ça parle d'argent, et donc ils vont un petit peu pas trop oser te poser des questions parce qu'ils vont se dire ouais je vais peut-être le déranger, c'est tabou, ça parle d'argent, j'ai pas envie de faire le mec envieux. Donc pendant je pense pratiquement pendant 6 mois il y a pratiquement personne qui m'a trop posé de questions par rapport à ça et par contre après quand j'étais vraiment tout seul genre juste avec un pote et tout, là il me posait des questions en mode putain ouais mais t'as gagné combien, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout ça, enfin là il posait des questions, mais au début ouais c'est normal parce que il te voit faire ça, partir dans un domaine mais totalement différent qu'on ne savait même pas avant que ça existait en fait, tu vois. Donc
beaucoup de questions qui sont arrivées par après. Et alors un truc que j'apprécie encore aujourd'hui, alors je peux pas dire que j'ai pas comment dire, le lien, je vois pas ce lien là, mais c'est que je vois qu'autour de moi, dans mes meilleurs potes, il y en a beaucoup qui se sont lancés aussi dans un domaine, dans l'entrepreneuriat en fait, tu vois. Et je peux pas dire que c'est grâce à moi, mais je pense que ça a peut-être dû jouer aussi le fait de faire des vidéos, d'expliquer, de montrer que tu peux y parvenir en venant d'une famille très modeste en fait, tu vois, pas une famille riche, pas une famille pauvre, mais voilà, t'es né comme tout le monde, ben, tu peux réussir. Et aujourd'hui, par exemple, dans mon business, tu vois, si je dis pas de bêtises, ben, la plupart des gens avec qui je travaille, c'est vraiment des potes d'enfance en fait, qui ont créé eux aussi leur boîte et avec qui bossent à 100% pour moi, tu vois. Mais on s'est dit, on se met pas en association parce que quand tu es associé dans une boîte au pourcentage, parfois ça pue, tu peux perdre une amitié à cause de ça. Donc chacun a sa boîte et tout le monde travaille pour mon business en fait. Et pratiquement tout le monde travaille au pourcentage pour ce genre de poste-là parce que c'est des gens qui ont un poste assez élevé, tu vois, à qui je donne beaucoup de responsabilités. Et les postes un peu plus bas comme les freelances, etc., c'est plutôt des personnes qu'on va trouver en ligne sur Upwork, sur 5euros.com et tout. Mais aujourd'hui, moi, en fait, ça me fait, c'est juste un kiff de fou de pouvoir en fait travailler avec ses potes, tu vois. Des potes avec qui j'étais sur les bancs d'école, on est toujours dans le même délire et tout ça. Et aujourd'hui, ces personnes-là travaillent avec moi, des personnes avec qui j'ai joué au basket et tout ça avant. Aujourd'hui, ces gens-là travaillent pour moi et avec moi. En fait, ils travaillent même pas pour moi, on travaille ensemble dans la même boîte parce qu'on est au pourcentage, etc. Et c'est un truc de fou et ça me fait kiffer de voir que j'ai commencé seul. Après, il y en a un qui est arrivé, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et certainement d'autres à l'avenir aussi. Et de voir que au-delà du fait que j'ai réussi à construire des choses dans le business, que j'ai réussi à créer en fait du travail, mais pas du simple travail, mais vraiment de permettre à des personnes de créer leur boîte et de vivre aussi leur rêve à travers justement les business que j'ai lancés. Et en plus de ça, c'est des potes à moi, quoi. Ouais. Bon bah écoute, c'est top Lucas, franchement c'est génial. Et du coup, donc il y a cette partie e-commerce, donc tu t'es lancé dans le e-commerce, tu as lancé tes vidéos sur YouTube pour justement enseigner aux gens à faire ce que tu fais, tu as lancé des formations, etc. Et pendant combien de temps tu as fait du e-commerce ? Je pense que du e-commerce, j'ai dû en faire facilement pendant 3 ans. J'ai pas les dates exactes, mais je crois que ça doit être facilement pendant 2 ans et demi, 3 ans, en tout cas, ça c'est sûr que j'ai dû en faire. En fait, moi j'ai toujours eu en fait un produit sur lequel je le réinsère sur tous les marchés, avec la même marque que je dupliquais sur les autres marchés, etc. Et après, je passais à un autre produit tout en ayant l'autre qui continue à fonctionner, en fait, tu vois. Et en fait, dès que je voyais qu'il y avait un produit qui commençait à diminuer, il fallait que je lance un nouveau produit. Ouais, et en fait, ce que je fais encore aujourd'hui dans mon business, c'est que moi, ce que j'aime vraiment bien faire, c'est créer une structure, un process que je vais pouvoir automatiser. Et dès que je vois qu'il est automatisé ou bien qu'il ne marche plus pour X ou Y raison, boum, je vais en créer un deuxième et je vais l'automatiser. Et dès que je vois qu'il est automatisé, qu'il marche, hop, je vais en créer un troisième. Et c'est la même chose dans le dropshipping. En fait, j'avais une équipe qui bossait pour moi. Et donc, je crée un produit. Ou bien après, je disais, OK, je vois ce produit-là, je veux un branding comme ça. Let's go. J'appuie sur un bouton, on lance en Italie, par exemple, tu vois. Donc, appuyer sur un bouton, c'est l'image. Mais en gros, voilà, j'ai actionné mes équipes pour qu'ils puissent justement le lancer sur le marché. Et je pense que ça a dû durer facilement 2 ans et demi, 3 ans, voire même un petit peu plus. Parce que moi, j'ai vraiment même commencé déjà avant que j'étais à l'école la première année, puis il y a eu un break de 7 mois. Mais ouais, ça a dû durer facilement 3 ans, quoi. Ok, bon bah c'est top, c'est super. Et donc du coup, il y a cette période d'e-commerce qui était juste extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé leur vie, tu vois, grâce au e-commerce. Et là, j'ai vu que depuis peu de temps, tu as changé de type d'activité en parallèle du e-commerce. Après, je sais pas si tu continues le e-commerce, mais en tout cas, de ce que je vois, tu es plus maintenant dans tout ce qui est NFT, crypto-monnaie, métaverse, etc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce domaine d'activité et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce que tu fais ? Ouais, en fait, pour l'e-commerce, il faut savoir que donc j'ai différentes activités aujourd'hui en Belgique. La première, ça va être vraiment une agence, en fait. Donc, c'est une agence vraiment e-commerce. Donc ça, en fait, c'est vrai que je fais pas beaucoup de publicité. Je ne fais même pas du tout en fait sur YouTube, etc. En fait, on va accompagner des personnes qui sont déjà dans l'e-commerce, qui ont déjà un certain niveau. Donc, ça peut être par exemple des chefs d'entreprise qui ont une boîte qui tourne déjà bien en physique, tu vois, qui vont vendre des produits en physique, mais qui veulent justement se digitaliser. Et donc, nous, on va venir justement leur apporter de l'aide à ce niveau-là. Ça peut être également des personnes qui ont justement un business physique, qui ont un business online également, mais qui veulent aller plus loin avec le business online parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, mais ils sont tellement focus sur leur business physique qu'ils ont besoin justement de
d'une prestation de Done for You, donc où justement nous on va mettre en place tout un système pour qu'ils puissent justement avoir un système pratiquement automatisé pour pouvoir aller chercher plus de chiffre d'affaires avec justement leur business e-commerce. Donc aujourd'hui on a vraiment cette partie-là agence, on va accompagner des gens à ce moment-là, et j'aime beaucoup ce business-là parce qu'en fait l'avatar client change beaucoup de l'avatar client que j'ai eu au tout début, et en fait il n'y a pas un business pour moi qui est meilleur qu'un autre, mais c'est agréable en fait de voir et de travailler avec des gens qui sont déjà très avancés dans le business. Parce qu'en fait, le challenge est beaucoup plus élevé et donc tu sors de ta zone de confort et donc le challenge pour toi est plus élevé aussi. Quand tu réussis ce challenge-là, tu es encore plus heureux, tu vois. Ça te donne plus de satisfaction personnelle dans ton business. Donc, on va leur aider à améliorer leur chiffre d'affaires, que ce soit de l'acquisition sur Facebook, sur YouTube, etc. Et donc, quand je parle d'agence, bien évidemment, c'est pas moi qui vais faire ça, mais j'ai justement des prestataires, des personnes avec qui on travaille, qui vont se charger de faire ça avec justement un project manager qui va gérer le tout pour nos clients, quoi. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la première partie que je fais aussi, mais j'en parle pas parce que c'est pas directement lié à mon branding, c'est vraiment un tout autre business que je fais, même avec d'autres personnes, etc. aussi. Tu vas avoir l'autre partie toujours e-commerce, donc formation. C'est vrai que je mets plus vraiment en avant le e-commerce sur ma chaîne YouTube parce que en fait ça c'est vraiment quelque chose de ma personnalité, c'est que quand j'ai trop parlé d'un truc, quand j'ai trop fait un truc, après je vais me lasser en fait de toujours parler de la même chose, tu vois, de toujours parler de la même chose, même faire des vidéos encore sur l'e-commerce. Aujourd'hui je pourrais encore en faire parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, mais j'ai plus envie de le faire. Il y a des gens qui ont encore cette flamme là de faire des vidéos sur le e-commerce sur YouTube. Franchement, allez suivre ces gens là qui ont cette flamme là, tu vois, de faire des vidéos. J'ai pas envie de faire des vidéos et de me forcer à le faire. Je l'ai fait pendant pratiquement 5-6 mois dans l'e-commerce. À la fin quand j'ai terminé de faire des vidéos sur l'e-commerce, à la fin je me suis dit en fait il faut que j'arrête de me forcer de faire un truc qui m'anime pas, tu vois. Et ma formation, pareil, j'ai arrêté vraiment de la mettre en avant. Il y a encore des gens qui la rejoignent et qui ont des résultats avec, mais c'est parce que encore pour moi, j'en avais trop parlé, j'avais envie de prendre un tournant. Et j'ai pris un tournant vraiment public, de manière publique. C'était en février 2022, donc il y a 9 ou 10 mois, plus ou moins, quelque chose comme ça, où là j'ai vraiment décidé de me tourner vers la crypto-monnaie et d'orienter ma communication là-dessus parce que la flamme que j'avais eue au tout début pour le e-commerce, en fait, je la perdais de plus en plus au fur et à mesure de mon parcours et je l'ai retrouvée avec les crypto-monnaies en fait. Wow. Et en fait, si tu veux, je ne l'ai pas retrouvée en février. Hein. La flamme, là, je l'ai eu bien avant. Mais en fait, je me disais, j'avais trop envie de parler de crypto-monnaie, mais je me disais, mais en fait, mon audience, elle n'est pas là pour ça. Et en fait, je ne savais pas du tout quel angle prendre, ni comment commencer, etc. Donc, au début, je me suis pas mal cherché. Et finalement, je me suis dit, tu sais quoi, fais-le et on verra bien, quoi. Tu vois, de nouveau, je me suis dit, arrête de te poser des questions, fais-le, on verra bien. Clairement. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va dire que ma communication n'est pas que crypto-monnaie, mais est crypto-monnaie, plutôt lifestyle et plutôt des trucs qui me font kiffer au quotidien en fait, tu vois. J'ai pas envie de me mettre dans une case où je vais me dire je vais parler que d'un sujet et faire que ça, et même ma chaîne YouTube va prendre une autre dimension, que ce soit avec les podcasts que je vais faire. J'ai envie de faire de plus en plus de vlogs où je me fais vraiment kiffer aussi, et tout en parlant d'un domaine qui me fait kiffer, qui pour le moment est toujours les cryptos et les NFT. Malgré le marché, ça me fait toujours autant kiffer parce que dans un marché bas ça me fait kiffer à fond, parce que tu sais que c'est comme le podcast qu'on avait fait avant. Toi tu m'avais dit que quand tu es très bas tu peux regarder que vers le haut. Exactement. Et c'est la même chose aussi dans un marché, que ce soit la bourse, l'immobilier ou la crypto, c'est la même chose. Donc c'est ça qui me fait kiffer, d'être maintenant, de se dire ok, on va peut-être commencer le process où tu vas pouvoir profiter de toute la période jusqu'au bull run qui peut peut-être prendre 2 ans, 3 ans, tu vois. Mais on va peut-être rentrer dans ce process là qui peut être super intéressant justement à vivre, quoi. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis dirigé vers la crypto. Ça me faisait kiffer, j'avais de nouveau cette flamme là, je me suis dit voilà, te pose plus de questions et fonce, et on verra bien, quoi. Ok, franchement c'est top. Là en plus on va parler d'NFT juste avant, mais on voit justement la crypto là, ça a ruiné beaucoup de personnes. Je sais pas si tu as vu, mais c'est un truc de fou ce qui se passe. C'est incroyable. Je crois là, cette année. Je crois que c'est c'est peut-être la chose qui a peut-être pu ruiner le plus de personnes au monde. On a un laps de temps le plus court. Ouais, exactement. Je pense. Et c'est malheureux parce que c'est malheureux. C'est malheureux et bien à la fois, en fait. Pourquoi ? Parce que le marché a tellement évolué vite, tout a tellement été vite, que ce soit, tout a grandi à une vitesse mais fulgurante. Moi, j'ai jamais vu un domaine où en fait les choses, les plantations, les graines qui ont été mises dans le sol ont planté à une vitesse phénoménale. En fait, c'est une forêt, c'est la plus grande forêt du monde qui a poussé en quelques années, quoi. Tu vois, c'est ouf. Et du coup,
c'est bien parce qu'on a été très vite. D'un autre côté, il n'y a pas eu de régulation. Du coup, à cause de ça, il y a eu plein de scandales. Tu vois, depuis 10 ans, des scandales, il y en a eu plein. Moi, je pense déjà même avant que je connaisse les crypto-monnaies, j'avais mon ex-associé, Stéphane, qui lui avait perdu, je crois, il avait perdu un peu plus de 1000 bitcoins à l'époque sur une plateforme qui s'appelait MTGOX parce que de nouveau, le CEO de la plateforme, je crois, il s'était barré avec les bitcoins, etc. Enfin, pareil, une arnaque de fou. Et ici, on a encore vu plein de scandales de nouveau. Tu vois, le dernier. Le dernier en date, voilà, je pense que tout le monde voit de quoi je veux parler. Et tu vois, c'est malheureux parce qu'on pense qu'aujourd'hui, voilà, le marché est bien implanté, bien en place après 10 ans, et donc il ne va plus rien se passer, alors qu'il y a encore voilà, des dingueries qui se passent. Et donc, c'est malheureux, mais d'un autre côté, je crois que c'est bien parce que ça permet vraiment de laisser la place aux acteurs les plus propres, aux acteurs les plus professionnels, et ça va assainir le marché. Et je pense que pour avoir un marché sain, tu es obligé de passer par un marché de guerre, en fait, tu vois, de passer par une guerre, en fait. C'est comme on l'a vu, enfin même dans l'économie normale, pour pouvoir avoir une économie qui repart bien, tu es obligé de passer par une guerre où tout s'écroule, en fait, tu vois, et c'est toujours comme ça. Et même on a occupé le vivre aussi dans notre économie actuelle, on est passé par le Covid, on passe par la guerre en Ukraine-Russie, et là il y a tout qui est occupé de s'effondrer partout, et je pense qu'on est obligé de passer par là pour repartir sur de bonnes bases. Et dans la crypto-monnaie, c'est la même chose. Quand tu prends du recul et que tu analyses ça par rapport à d'autres choses qui se passent dans le monde, tu es obligé de passer par des dingueries comme celles qu'on a occupé de vivre pour repartir justement sur un marché plus sain, qui va s'assainir de plus en plus, qui va laisser la place aux acteurs les plus professionnels, et qui va peut-être permettre d'avoir certaines régulations aussi sur le marché, qui va permettre d'avoir un marché beaucoup plus long terme où tu vas être plus sain sur ce marché-là, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est chiant parce que sur le court terme, tu as des gens qui perdent de l'argent, et alors qu'ils l'ont pas voulu, ils ont peut-être mis tout leur argent sur FTX et ils ont tout perdu du jour au lendemain. Même sur Celsius également aussi, hein. Bon, tu vas peut-être pouvoir le récupérer, mais bon, ça peut prendre longtemps aussi. Donc voilà, c'est malheureux pour toutes ces personnes-là. Moi aussi, j'ai perdu de l'argent, notamment sur Celsius. Bon, heureusement, j'avais pas mis beaucoup, mais je pense à toutes ces personnes-là qui ont perdu beaucoup. C'est une horreur. Mais en excluant de l'équation les gens et en pensant juste au marché en tant que tel et aux personnes qui innovent, ça va permettre justement d'assainir, je pense, le marché, quoi. Ouais. Donc il y a la crypto où justement, cette année, ça a été compliqué pour beaucoup de personnes avec FTX. C'était vraiment un truc de fou. Et je sais que l'année dernière, il y a eu une grosse période NFT. Je voulais savoir est-ce que tu as été dans les NFT? Est-ce que tu as monté des projets? Est-ce que tu as acheté des NFT? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours là-dessus? Période de fou. Je crois que ça a été la période pendant 40 jours où j'ai le plus travaillé de ma vie. Ah non, mais c'est un truc de fou. J'avais jamais vécu ça avant, et là, la flamme que tu avais en toi, c'était un truc de malade, quoi, tu vois. Ouais. En fait, moi, j'ai vu les NFT. En fait, j'ai commencé à les connaître il y a déjà pas mal de temps. C'était même pas en septembre 2021, c'était déjà bien avant. Parce que j'avais un pote à moi qui s'appelle Marc. Il est dans tout ce qui est crypto NFT. Je me souviens, il était venu à Dubaï pendant toute la période Covid. Et lui, en fait, il prenait genre des disques d'or, par exemple de chanteurs, de rappeurs, etc. Et il est mettant des gens en NFT. Tu pouvais acheter une partie du disque d'or en NFT déjà sur des plateformes, etc. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de hype autour des NFT, tu vois. Je sais même pas si ça se vendait, etc., ce qu'il faisait. Mais en fait, c'est de par lui que j'ai commencé à entendre parler des NFT au tout début. Et je crois que donc c'était un an vraiment, peut-être avant la grosse bulle des NFT et tout ça. Et puis après, tu as eu la bulle vraiment NFT classique, donc où tu dessines ton animal, tu le déclines en 7000 exemplaires et tu fais ton mint et tu sold out, quoi, tu vois. Et alors, moi, quand j'ai vu ça, je trouvais ça intéressant, mais je restais toujours un petit peu en écart, etc. Et alors, sur Instagram, vraiment, pas dire tous les jours, mais j'ai reçu vraiment beaucoup de messages en mode, voilà, viens, Lucas, on s'associe, on fait un projet NFT à deux. Et donc, à chaque fois, je faisais les calls avec les gars. C'était même des gars que je connaissais bien, tout ça, hein, tu vois. C'était intéressant, mais je me disais, c'est toujours un projet en plus, tu vois, qui va venir se mettre dans la masse. Et je me disais, à chaque fois, je me disais dans ma tête, ouais, c'est peut-être trop tard. Et finalement, je crois que c'était, je sais plus c'était quand, ça devait être vers octobre ou novembre 2021. Il y a un gars random qui vient me voir, je connais pas du tout le mec, et je sais pas, j'ai un super bon feeling avec lui, et le mec je crois qu'il vient de Lyon, et je lui dis ok, bah demain viens chez moi en Belgique, quoi, tu vois, et on va faire un projet NFT à deux. Et donc le mec il se prend un billet de TGV, il vient en Belgique, après il prend un TGV pour venir, il prend un taxi pour venir jusqu'à chez moi, on passe la journée ensemble, il y a 6 heures qui passent super vite, on analyse plein de choses, il revient le lendemain et tout ça. Et alors après, donc on se voit pendant une semaine pratiquement tous les jours, je fais rentrer d'autres gens dans le projet, je fais rentrer d'autres personnes, tu vois, pour de l'invest aussi, parce qu'on savait qu'à déjà à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes
qui lançaient leurs projets. Tous les jours, tu avais des milliers de projets qui sortaient. Donc, au plus il y avait de projets, au plus les prix augmentaient, que ce soit pour payer la publicité, les artistes, enfin, même les développeurs, etc. Et donc, du coup, l'enveloppe, en fait, augmentait. Chaque semaine, l'enveloppe, elle augmentait de 100K. Elle augmentait de 100K, mais vraiment, tu vois. Et donc, on était parti avec une enveloppe de 300K. Et je crois, avant de lancer le projet, je crois qu'on s'était dit que si on voulait sold out, on devait mettre 7 ou 800K sur la table, tu vois. Mais vraiment pour être sûr de sold out, quoi. Tu vois, on se disait, si on met ça, on est pratiquement sûr de sold out. Et donc on était au bout du process, donc on avait tout, artistes, on avait tout fait, on avait fait la roadmap, on avait les influenceurs, tout. Et là, je sais pas, je me réveille un matin et je me dis, j'ai l'impression que si je continue dans ce process-là, je vais m'en vouloir toute ma vie, tu vois. Aïe. Tellement je vais perdre de l'argent et tout ça. Et là, je demande à tous mes associés de faire un call, tu vois. Pourtant, j'avais passé un mois, mais de dingue, hein, tu vois. Je faisais 8 calls par jour, je jumpais dans tous les calls possibles et imaginables. Tu devais driver toutes les équipes pour tout préparer et tout ça. Et là, j'appelle mes associés, je leur dis, écoutez les gars, franchement, je suis désolé, mais je me retire. Je me retire de l'équation. Du jour au lendemain, ouais, je me retire de l'équation. Moi, je me barre. Vous avez tout entre les mains. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, j'ai donné ma part de travail, j'ai travaillé. Mais moi, je me retire. J'ai plus envie d'être dedans. En fait, je le sentais pas, tu vois. D'accord. Et franchement, je suis bien content parce que la date où on devait lancer, je sais plus c'était quand, mais c'était en janvier, donc c'était déjà tard, tu vois. Et en fait, genre, à partir du moment où j'ai dit que je me lançais pas, j'ai regardé tous les projets qui se sont lancés, que je suivais déjà depuis longtemps. Ils sont tous 9 sur 10 se sont cassés la gueule, 9 sur 10, tu vois. Donc peut-être qu'on aurait fait partie des 1 sur 10. Mais honnêtement, en voyant les statistiques, j'avais du mal à y croire. C'était quel mois ça à peu près? C'était entre décembre et janvier, quoi, tu vois. Décembre et janvier, ouais, donc c'était déjà un petit peu tard, tu vois. Et en fait, moi, j'avais tellement voulu faire les choses bien que ça va traîner, tu sais, quand tu es comme ça dans la précipitation et que tu mets pas de bonne base, il y a toujours des problèmes qui arrivent, etc. Et voilà, ça a pris un petit peu de temps pour des facteurs externes et tout ça aussi. Et vraiment, avec le recul aujourd'hui, je suis vraiment content de m'être retiré du projet. Et en plus, moi-même, je le sentais pas non plus à fond parce que moi, je m'étais toujours dit que je n'allais pas lancer un projet NFT juste pour lancer un projet NFT et faire du sold out. Et c'est vrai que avec mes associés, on était en mode roadmap, on va faire des trucs derrière et tout ça, mais je sentais bien que leur vision à eux, c'était juste de faire le sold out et après on arrête, quoi, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me disais non, on va faire autre chose après, mais je sentais bien que, voilà, inconsciemment, mon inconscient me disait, tu vas voir, même si tu sold out, tu vas voir, vous allez rien faire après parce qu'il y a personne qui fait rien après, à part le top 5 des projets, tu vois. Et même ça, je me sentais pas vraiment à l'aise avec ça. Et tout ça a fait que je me sentais pas bien et je me suis dit, ouais, non, je vais pas le faire. Et donc finalement, j'ai pas lancé de projet NFT. Ouais. Et du coup, les autres, ceux avec qui tu étais associé, ils ont lancé leur projet ou pas? Non, ils n'ont pas lancé non plus. Ils ont voulu le faire et finalement ils ont eu une baisse de motivation parce que je suis parti aussi, je pense. C'était un peu le leader dans le groupe et qui... Pas vraiment le leader, mais c'est vrai que quand je suis dans un groupe comme ça, j'ai toujours tendance un petit peu à prendre les rênes, en fait, tu vois. Je crois que ça fait partie de mon ego aussi et du fait que j'aime pas être dirigé ou j'aime bien me mettre dans un projet et me dire ok, c'est moi qui vais driver, quoi, tu vois, qui vais driver les équipes, qui va dire ok, on va faire ça de telle manière et tout ça. Et je pense que quand je suis parti, franchement, ils auraient pu le faire eux-mêmes, mais je sais pas, ils se sont dit ouais, non, c'est vrai en fait que finalement t'as peut-être un raisonnement rationnel ou t'as raison et il vaut peut-être mieux que nous aussi en sortir, en fait, tu vois, à ce moment-là. Mais là, à ce moment-là, vous n'avez pas investi dans le marketing, la publicité, etc. On avait investi un petit peu d'argent, pas énormément, on avait investi un petit peu, mais en fait, on avait, si tu veux, si on appuyait sur un bouton, même pas dans 30 jours, je crois que dans 20 jours, il y avait tout qui était prêt, quoi, tu vois. Genre, il y avait tout qui était prêt au niveau du design. On s'était mis d'accord, on a fait plusieurs réunions, etc. Avec les graphistes avec qui on allait travailler. Au niveau du marketing, on avait tout qui était prêt au niveau des influenceurs. Et en grosso modo, il manquait plus qu'envoyer les chèques pour les influx, pour les comptes Twitter, etc. Et après, c'était parti, quoi, tu vois. Pour eux, tout était OK, il fallait juste le paiement. On avait déjà reçu les factures et tout ça, tu vois. Et donc, je crois que c'était un mardi ou un mercredi et en fin de semaine on devait tout payer pour actionner et donc là une fois que tout était payé on allait avancer, quoi, tu vois. Donc on avait déjà investi un petit peu pour faire avancer le projet, mais je veux dire on avait peut-être investi je sais pas moi, peut-être 10 ou 20% de la totalité et c'est pour ça que moi j'ai décidé de me retirer parce que je me dis le truc je le sens pas pour différents facteurs, tu vois, au fond de toi tu sentais pas le truc, quoi. De toute façon il faut toujours s'écouter, je pense que ça c'est indispensable. Et il y a un truc que je me répète régulièrement, c'est, tu vois, l'énergie qu'on a tous mis dans les NFT pendant un mois et demi,
Enfin, moi, j'ai jamais mis autant de travail et de charbon dans un projet, tu vois. C'est genre, tu vois pas le temps passer, limite, tu manges pas. Enfin, Pareil. c'est un truc de malade, tu vois. Pareil, Et je ouais. me dis, imagine, tu mets cette énergie que tu avais pendant les NFT dans un autre business. Tu es sûr de tout exploser. Pour moi, C'est un truc de fou. enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Tu penses que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au FOMO? Tu penses que parce que tu sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pu prendre des millions, donc toi aussi tu peux le faire? Tu penses que Ouais. c'est quoi qui a créé cette énergie, tu vois? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi cette énergie-là, je l'avais eu un petit peu au dropshipping, tu vois. Où Voilà. tu fais tout, mais t'es tout seul. Et donc, je dirais que l'énergie, c'est peut-être à 50% de l'énergie des NFT. Ouais, pareil. Moi, j'avais à 50% Mais pour le les Bitcoin. NFT, ouais, là, c'était un truc de dingue. Comme je t'ai dit, pourtant, moi, je suis un gros bosseur et tout. Ouais. Mais là, en fait, c'était la course, quoi. C'était la course, mais c'était non-stop, Je crois que non-stop, c'est ça, non-stop. ouais. La course. Et en fait, je pense que c'est dû déjà au fait que, vu qu'on est entouré de pas mal d'entrepreneurs, que tout le monde était dedans. Quand nous, c'est l'ancien dropshipping, on était un petit peu seul, quoi, tu vois. Tandis que là, dans les NFT, il y avait tout le monde qui était dedans. Tout le monde ne faisait que de parler de ça. T'avais le FOMO. T'avais de la scarcity aussi parce que tout le monde savait que dans 2 mois, c'était fini. Parce que quand t'es dans des trop grosses bulles comme ça, à un moment, la bulle, elle explose, elle pète parce que le vase déborde, en fait, tu vois. Il y a trop d'acteurs dedans, donc c'est logique que ça diminue. Donc, il fallait le faire vite pour gagner de l'argent vite. Et il fallait faire les choses bien aussi. Si tu voulais faire les choses bien, il fallait que tu aies un focus qui soit beaucoup plus élevé que ton focus habituel. Si tu voulais être rapide, il fallait aussi que tu aies un focus qui soit plus élevé. Et donc, tout ça, en fait, le fait qu'il y ait tout le monde qui est dedans, le FOMO, le fait de faire les choses bien et la scarcity aussi, de se dire que dans 2 mois, c'est terminé, ça a créé une énergie de dingue, mais pour tout le monde, c'était juste ouf. Je me souviens, c'était vraiment juste avant la période de Noël. Et pourtant, moi aujourd'hui, tu vois, j'aime bien faire du sport et tout ça, bien manger et tout. Je me souviens que là, pendant la période, c'était tous les jours, c'était McDo, tu vois, c'était boum, c'était un McDo, un Big Mac et tu bouffais devant ton ordinateur, limite, t'en avais rien à foutre, t'avais les doigts sales, tu continuais à taper sur ton clavier. C'était vraiment une période vraiment assez spéciale, quoi. Ouais. Assez spéciale. Et le fait d'avoir vu aussi, on en a parlé aussi dans le podcast qu'on a fait ensemble pour ma chaîne YouTube, mais le fait d'avoir vu des personnes qui sont passées vraiment du stade 0, vraiment devenir le plus riche, tu vois, avec les NFT, et d'autres personnes qui étaient très connues, qui ont lancé des projets mais qui ont floppé. What the fuck, quoi, tu vois, c'était vraiment une période très spécial, particulière, hein. quoi, ouais. Très, très À particulière. fond. Ouais, et je pense qu'on a tous ressenti un petit peu cette période particulière qui était justement décembre 2021, janvier 2022, et franchement, c'était incroyable. Là, il nous reste à peu près un peu moins de 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui? Voilà, c'est quoi ton business aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si tu veux, donc moi je continue toujours le business en ligne. Ok. Donc aujourd'hui, vraiment, mon produit phare qui est lié à mon image, parce que je n'en ai pas parlé avant, c'est lié aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement justement qu'on propose dans les crypto-monnaies. On va vraiment accompagner les personnes à devenir autonomes dans les crypto-monnaies. On va vraiment les accompagner pour qu'elles puissent prendre les meilleures décisions de leur côté en fonction justement de leur profil d'investisseur, etc. Et j'ai vraiment mis en place tout un process, une structure où il y a différents coachs. Donc si par exemple la personne elle est beaucoup plus axée NFT, elle va justement être coachée par une personne qui est vraiment dans les NFT, dans le flipping de NFT, etc. Si la personne elle est plutôt là pour faire vraiment du DCA ou bien vraiment avoir une vision long terme sur les cryptos, elle va avoir tel type de coach justement qui va l'aiguiller. Et donc aujourd'hui, on a vraiment tout un écosystème avec un canal Telegram justement, mais des signaux de trading quotidiennement dedans. On va avoir donc ça c'est vraiment tout un écosystème donc dans lequel il y a ce canal Telegram là, dans lequel en deux il y a aussi des coachings en visio une fois par semaine avec chacun de nos clients justement pour faire le point justement où ils en sont, on va répondre à leurs questions. En 3, on a également un autre canal Telegram dans lequel on va répondre à toutes leurs questions quotidiennement. Donc, on vraiment les accompagne, on les prend par la main, on les accompagne dans tout. Et alors, en 4, on a également tout un espace membre donc, qui a été fait par moi-même, justement, où je leur donne toutes mes connaissances dans les crypto-monnaies, donc comme une formation, en fait, tu vois. Ils vont vraiment avoir tout de A à Z. Et donc, en fait, on peut vraiment comparer ça comme une formation que j'ai fait avant, mais vraiment avec tout l'aspect personnalisé à côté et l'aspect instantané aussi, parce que les cryptos et les NFT, c'est très instantané. Tu dois avoir accès non pas à une information fixe, mais une information qui bouge tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'ai adapté justement ce type de formation-là, plutôt un programme d'accompagnement personnalisé, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le produit qui est lié à mon image. Et au-delà de ça, comme je te disais, agence e-commerce, formation e-commerce aussi. Au-delà de ça, également immobilier. Donc là, immobilier, donc ça c'est vraiment hyper important pour moi d'investir dans l'immobilier parce que aujourd'hui en fait moi je suis vraiment dans une phase où je veux diversifier à fond tout dans ma vie en fait. En fait moi si tu veux il y a un truc qui m'a fait péter les plombs, ça a été le Covid. Le Covid moi m'a fait prendre conscience de énormément de choses. Ça a vraiment été un élément déclencheur dans ma vie. Ça a vraiment été le deuxième déclic que j'ai eu après avoir rencontré l'entrepreneuriat, tu vois. Ça a été le Covid en fait. Le Covid m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, de comment fonctionne le monde, de comment tourne le monde, de qui prennent les décisions dans le monde, de qui choisit, de comment le monde
va être demain, en fait, tu vois. Et j'ai même été très très loin dans la réflexion. Certains m'ont qualifié même de complotiste. J'ai même perdu parfois des potes à cause de ça. Tellement j'étais parti loin dans ma réflexion. Bon, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais enfin bref, moi je me comprends et je pense que c'est le principal. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, le monde peut partir en couille du jour au lendemain, en fait. On le voit en Europe aujourd'hui, le monde part en couille, mais à une vitesse phénoménale. Tu as eu le Covid, après tu as eu la guerre Russie-Ukraine, c'est toujours pas fini, tu vois. Ça se peut qu'après tu as la guerre qui vienne en Europe. On sait pas ce qui peut se passer, tu vois. En plus, moi j'habite en Belgique, Bruxelles, c'est quand même le centre de l'Europe aussi, tu vois. On sait pas ce qui peut se passer. Et maintenant, tu as plein de dramas, tu vois, comme par exemple, tu as plein de problèmes comme avec l'électricité en Belgique, c'est un truc de ouf. En Belgique, pour te dire, l'électricité, il a triplé ou quadruplé pour les personnes. Donc par exemple, pour les couples qui vivent à deux, je connais des personnes qui payaient avant, par exemple, 200 € d'électricité par mois. Donc, un couple qui va gagner entre 1 500 € et 2 000 € par personne. Donc, ça fait, on va dire, maximum 4 000 € par mois, tu vois. Et aujourd'hui, ces personnes-là doivent payer 1 000 € d'électricité, quoi, tu vois. C'est du x5. C'est un truc de fou. Je connais aussi des boulangers, tu vois, qui ont dû faire faillite parce qu'ils sont passés de 2 000 € d'électricité par mois, parce qu'ils utilisent plein de machines, tu vois, pour l'électricité, de 2 000 € à 10 000 € par mois. Ces personnes-là m'ont dit, si je veux continuer à vivre, je dois vendre mes baguettes à 21 €, tu vois. Mais c'est pas possible. Il y a personne qui va m'acheter des baguettes à 21 € parce que tu as les grosses industries, les gros magasins qui sont là, mais eux ne payent pas du x5 sur l'électricité parce qu'eux ont des relations de confiance et des bonnes relations avec les gros groupes d'électricité. Et donc c'est là où, en fait, où tu vois qu'il y a une énorme discordance, en fait, dans la société. Moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de trucs et je me dis, si aujourd'hui je veux me mettre à l'abri, je dois diversifier tout dans ma vie, en fait. Donc, je dois diversifier l'immobilier. Je dois avoir de l'immobilier en Belgique. Je dois avoir de l'immobilier dans un autre pays en Europe. Et je dois avoir de l'immobilier dans un pays hors Europe aussi. Donc, c'est pour ça que j'investis, en fait, dans l'immobilier en Belgique à but locatif, mais aussi pour moi. J'investis dans l'immobilier dans le sud de l'Espagne parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et parce que là-bas, dans ce que je vois déjà avec du recul depuis plusieurs années sur l'histoire, il ne s'est jamais vraiment passé de guerre là-bas. C'est un endroit qui reste assez protégé. Donc, c'est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, du côté de Marbella. Ça reste assez, je veux dire, protégé. Je n'ai pas l'impression que là-bas, il peut arriver non plus des dingueries, comme il peut arriver vraiment dans le centre de l'Europe, comme la France, la Belgique et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai aussi investi dans l'immobilier là-bas pour moi. Si un jour ça part en couille, je peux toujours prendre un avion, en 2 heures je suis là-bas. Il y a le Maroc juste en face aussi, tu vois. Donc je peux même prendre un bateau et partir sur l'autre continent super vite. Donc c'est un peu extrémiste ce que je dis là, mais c'est vraiment pour me dire, ok, si demain je veux partir pour profiter, je peux le faire, mais aussi si ça part en couille, il y a un endroit dans le monde, je peux le faire. Et alors après, mon objectif, ça va être d'investir aussi dans l'immobilier hors Europe. Donc ça, je dois encore voir, ce sera, je sais pas, États-Unis, mais Dubaï m'intéresse pas mal aussi. Donc ça, c'est ce que je compte faire, mais c'est vraiment de diversifier à fond dans l'endroit où je peux vivre, de diversifier à fond au niveau de ma monnaie. Donc les banques, je commence à oublier, tu vois, beaucoup de crypto-monnaies aussi, c'est juste sur une ledger, ça part aussi en couille, tu peux partir avec ta ledger à l'autre bout du monde. Et alors aussi au niveau de la diversification dans ce que tu investis, pas mettre toutes tes œufs dans le même panier, pas tout dans l'immobilier, pas tout dans les cryptos, mais aussi, tu vois, dans les montres. J'investis aussi pas mal dans de l'or aussi, tu vois, dans de l'or, parce que pour moi, l'or, ça reste une valeur refuge qui restera jusqu'à la nuit des temps, en fait. Et ça, dans toutes les guerres, dans toutes les crises, ça a toujours été bon d'avoir de l'or. Si un jour tu n'as plus d'argent, tu peux toujours échanger l'or contre de l'argent. Les montres de luxe, pareil, tu vois, tu pars à l'autre bout du monde avec une Rolex ou une Audemars, elle a la même valeur, tu vois chez un artisan, tu peux lui vendre ta montre, il va te la racheter, tu vois. Donc c'est toujours bon aussi pour moi d'avoir une ou des montres aussi dans son patrimoine pour pouvoir diversifier. Donc aujourd'hui, au-delà de faire du business, de continuer à gagner de l'argent, c'est vraiment de la diversification pour me mettre à l'abri, ma famille si un jour il y a un problème dans le monde, quoi. Yes. Bon, bah franchement, c'est super que tu aies cette vision des choses. Il faut toujours assurer ses arrières. Ça, c'est vraiment très bien ce que tu viens de dire. Bah écoute, ça va être la fin de cette vidéo et j'ai envie de faire une chose. J'ai envie de te poser la même question que tu m'as posée dans l'autre podcast. Si aujourd'hui, parce que voilà, tu nous as raconté ton parcours depuis vraiment ta scolarité, etc. Si, t'as quel âge là ? 24 ans là. T'as 24 ans, ok. Si tu dois te parler, à Lucas, donc Lucas qui a, disons, 17-18 ans, ok. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Imagine, il est juste en face de toi. Bah, je sais, je lui dirais 2 choses. La première, c'est... non, 3 choses. La première, c'est lance-toi encore plus tôt que tu t'es lancé. Parce que moi, je me suis lancé vraiment... Enfin, j'ai quitté mes études je crois que c'était entre 18 et 19 ans. Franchement, dès que j'avais fini ma 6e année, donc en Belgique, la secondaire, c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Dès que j'ai fini ma 6e, lance-toi tout de suite. Tu gagnes déjà 1 an et demi. 1 an et demi dans le business, c'est énorme. Donc lance-toi encore plus tôt. La deuxième chose que je dirais, c'est
n'écoute pas les autres, écoute-toi seulement intérieurement. Ça, je le dis tout le temps. Tu vois, ça peut paraître même bateau, même pour moi, ça me paraissait bateau au début. Mais vraiment, on a tellement tendance à vivre sa vie, même après, quand tu es entrepreneur et que tu es dans une certaine zone de confort, tu as tendance parfois à revivre ta vie un petit peu, toujours à travers le regard des autres. Tu vois, qu'est-ce que lui va penser si je fais ça, tu vois, ou si je lance tel type de business. Mais franchement, tu t'en fous. Fais tes trucs à toi, en fait. Vis à travers toi, vis à travers ce que toi tu ressens, les émotions que tu ressens, mais ne vis pas à travers le regard des autres, parce que là, tu te mets des barrières à cause des autres, et parfois tu te dis, je vais pas le faire parce que cette personne-là ou des personnes vont mal le prendre ou vont mal penser, alors qu'au final, elles vont peut-être rien dire, en fait. Et pour elles, ce sera égal, en fait. Exactement. C'est juste que nous, on a toujours eu tendance dans notre société à vivre à travers le regard des autres. Donc surtout, dès le début, voilà, tu t'écoutes que toi-même. Et la troisième chose que je me dirais, c'est pars beaucoup plus vite peut-être à l'autre bout du monde seul et longtemps, en fait, tu vois. Moi, je suis resté très longtemps en Belgique au tout début, et en fait c'est bien, j'ai continué à avancer dans mon business, mais je pense que j'aurais pu avancer encore plus vite si par exemple j'étais venu à Dubaï dès mes 18 ans, en fait, et que j'étais resté à Dubaï tout le temps, tu vois. Et en fait, moi, j'avais tendance à rester en Belgique pour des raisons qui me sont propres et pour parfois des raisons que je me donne un petit peu comme excuse. Et en fait, je continue à évoluer dans mon business, mais je pense que vraiment venir solo quelque part, j'aurais encore plus évolué, je serais encore plus sorti de ma zone de confort, quoi. Aujourd'hui, c'est ce que je fais de plus en plus aussi, et franchement, j'adore, mais ça me fait aussi du bien de revenir en Belgique. Mais je pense que j'aurais dû encore plus le faire pour encore plus vite évoluer. Mais après, voilà, c'est chacun à son rythme, chacun un parcours différent, et ça, ce seraient les 3 conseils que je me donnerai à mon moi d'avant, quoi. Ok, bah franchement, c'est magnifique. En fait, donc ce que tu veux dire, c'est vraiment d'avoir l'esprit fonceur dès le départ, quoi, de ne pas écouter les gens, de vraiment y aller à fond, comme là tu viens de me le dire, de partir à l'autre bout du monde pour justement peut-être te connaître et voilà, d'améliorer ton business, etc. Et franchement, ça c'est génial, et pareil, franchement, je recommanderais à n'importe qui vraiment de se lancer le plus vite possible, de n'écouter personne, tu vois. Et justement, j'avais vu un article, je crois il y a peut-être 2-3 ans, tu vois, sur les personnes qui ont à peu près, je sais pas, 80-90 ans et qui sont sur leur lit de mort, tu vois. Et il y a voilà, une infirmière qui avait l'habitude de poser la question justement à ses patients en leur demandant voilà quels conseils ces personnes-là pourraient donner, ou est-ce qu'ils ont des regrets justement qu'ils ont eu tout au long de leur vie, tu vois. Et bah, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, ou les conseils qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est vraiment de vivre la vie qu'on a envie d'avoir, c'est vraiment de foncer quand on a envie de foncer, quand on veut atteindre un objectif, tu vois. Passer du temps avec ses vrais amis, tu vois, parce que forcément on fait du business, c'est cool, on a tendance à rencontrer de nouvelles personnes, on a tendance à s'associer, etc. Mais il faut pas oublier aussi de passer du vrai temps, des vrais moments avec ses propres amis, tu vois. Et je pense que voilà, il faut être vrai avec soi-même et ne pas écouter ou de vivre sa vie à travers le regard des autres, parce qu'à un moment donné, on va le regretter, tu vois. À un moment donné, je pense qu'on va regretter et se dire putain, je suis passé à côté de ma vie parce que cette personne-là, elle pensait de manière différente, ou cette personne-là, elle n'était pas d'accord avec ce que je faisais, etc. Donc voilà, moi, réellement, je pense que voilà, il faut vivre sa vie et y aller à fond, quoi. Exactement. Il n'y a rien de pire, en fait, de regarder en arrière et de se dire peut-être que tu as des regrets. Donc je te rejoins à 100%. Exactement. Tu as 24 ans, j'ai 31 ans. Je pense que la plupart de notre audience, ils ont entre 20 et 25 ans, tu vois. Donc vraiment, il faut foncer, y aller à 1000%, quoi. Exact. Est-ce que tu as un dernier mot à partager ou Comme j'ai dit, franchement, foncez. On n'a qu'une vie. Après, la vie, elle s'arrête. Il n'y a pas 2 chances, il n'y a pas 3 chances, il n'y en a qu'une. Donc, franchement, voilà, faites votre truc à fond, foncez, ne vous posez pas de questions. Et après, vous allez être content en voyant tout le chemin que vous avez fait, quoi. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, Lucas, merci beaucoup pour ce podcast. Ça me fait plaisir de partager, qu'on ait pu avoir cette discussion ensemble, et surtout de partager de la valeur. Et merci à toi. Avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui ont du coup regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, et puis j'espère que voilà, vous allez kiffer les autres podcasts qui vont arriver. Et puis voilà, je te remercie en tout cas, Lucas. Avec plaisir. Ciao, ciao.